Je vais immédiatement, tac, 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 passer à cette interface-ci qui va me permettre de vous mettre, hop, clac, hop, souvenez-vous, on en était là. Hop, 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 je vais aussi vérifier le son parce que j'ai envie que vous ayez du son pour pouvoir tout comprendre, toute cette saveur. Hop, voilà, voilà. Normalement, vous avez du son si je fais play. Ah, je crois que j'ai dit. Vous avez du son. Donc, du coup, 600 grammes de hachis, qu'est-ce que c'est pour les gens qui n'étaient pas là? Donc, on a commencé jeudi. Merci beaucoup à toi, Mahoméa, pour les subs que tu viens d'offrir, à Dali, à Vato 363 pardon, et à Pharaoman. Bienvenue à tous les amis et merci à toi, Mahoméa. Donc, j'ai bien mis le son en piste 6. Dream9, merci beaucoup de me le rappeler parce qu'effectivement, je peux oublier. En tout cas, donc, Lil Lagoon, merci beaucoup pour ton prime aussi. C'est ton 7e mois, tu déchires. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que 600 grammes de hachis? Alors en fait, jeudi dernier, on a commencé un stream de commentaires ou de commentaries et pas de commentaries parce que ça ne veut rien dire, sur 600 grammes de hachis qui est un épisode de l'émission Striptease. Qu'est-ce que c'est que l'émission Striptease? C'est une émission belge de télé-réalité qui a été très populaire dans les années 90 et qui consiste à simplement filmer des gens, de les capter dans des moments de vie, en fait, raconter des petites histoires de moments de vie de gens qui existent vraiment sous la forme à chaque fois d'un documentaire. Tu prends la forme d'un reportage, mais avec l'envie de, comment dire, de donner l'impression d'objectivité, c'est-à-dire se sortir de de tout l'habillage documentaire qui d'habitude est inhérent au genre, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voix off, en gros. Il n'y a pas de moment où la personne s'adresse à la caméra. L'idée, c'est d'avoir supposément une caméra invisible. Pour ceux qui ont suivi mon stream précédent, vous comprenez que c'est pas vraiment exactement ça, mais c'est l'idée de fond, en fait, de donner vraiment à voir la vie de gens un peu atypiques, un peu particuliers, quoi, de décrire comme ça des profils en effaçant un maximum l'impression qu'il y a une caméra dans le truc. En l'occurrence, cet épisode-là de cette émission Striptease, donc qui s'appelle 600 grammes de hachis, ça s'intéresse à un producteur slash scénariste slash acteur qui s'appelle Ludovic Di Andolfo, qui est un mec qui donc en fait a pour projet de réaliser, et c'est pour ça que j'en parle moi parce que c'est un truc qui parle de cinéma, donc ça m'intéresse. Ludovic Di Andolfo a comme projet effectivement il y a un lien avec C'est arrivé près de chez vous, je crois. Effectivement, le film C'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poulvorde est une parodie de l'émission Striptease qui s'intéresse à la vie d'un tueur à gages. Mais donc là, en l'occurrence, Ludovic Di Andolfo, lui, a comme projet, c'est un mec qui a 24 piges en fait et qui a pour projet, donc qui a créé visiblement sa boîte de production et qui a pour projet de faire produire un long métrage de fiction qui s'appelle Liberté, c'est ça son projet, qui est un démesurément épique par rapport à ce que on peut s'attendre d'un premier projet de long métrage par un réalisateur jeune et non expérimenté, puisque c'est son premier vrai projet. Donc ça, c'est le principe de base du truc. On a donc regardé approximativement la moitié de l'épisode. L'épisode dure 52 minutes. On en est, comme vous le voyez, à 27... Enfin, vous ne le voyez pas parce que je suis devant, mais on en est à 27 minutes approximativement. Dans ce premier épisode, on a pu le voir évoluer un petit peu dans ses différents cercles sociaux. On a pu le voir professionnellement, donc converser avec des gens... Je sais pas pourquoi je suis un petit, je pourrais être en grand pour vous dire tout ça. On l'a vu converser avec des gens dans des relations professionnelles. Donc, on l'a vu essayer de vendre son projet à des gens, simplement à des gens qui vont se charger de produire le film, c'est-à-dire des assistants. On l'a vu au départ recruter carrément une assistante de production pour l'aider à faire produire son film, qui est plus âgé que lui, c'est important, qui a 29 ans, lui il en a 24. On l'a vu interagir avec tout type de gens qui allaient s'occuper du casting, s'occuper des accessoires, des figurants, etc. Ce qu'on a compris, c'est que le mec est un peu perché suffisamment pour pouvoir imaginer au premier degré que son projet pouvait se faire, ce qui est déjà complètement fou, puisque en fait, là, en l'occurrence, il essaie de faire produire un blockbuster, c'est-à-dire un film à gros budget, qui en plus contient un message social fort, etc. On l'a vu interagir aussi avec sa famille. On a compris qu'il avait des relations un peu particulières avec ses aînés, c'est-à-dire avec son père et son grand-père. On a compris que cette démarche artistique est en fait beaucoup là pour essayer de s'acheter une forme de street cred par rapport à ses aînés. Il y a cette idée-là aussi. On voit qu'il vient d'une famille qui n'est pas forcément complètement une famille modeste, même si son père était mineur. Donc son père vient disons, de quelque chose d'un peu ouvrier. Mais son grand-père, lui, possède de la terre. Il possède un espèce de terrain... avec un lac, je crois, et qui a l'air immense et très joli, en fait. Donc, on comprend que lui évolue dans cet univers-là. On l'a vu aussi interagir avec sa chère et tendre, avec sa copine, avec sa compagne. On voit qu'il a une opinion de lui-même qui est quand même très élevée. C'est-à-dire que le concept de ce striptease, c'est de mettre en scène un mec qui se la pète beaucoup. Donc on voit que le mec se la pète quand même, que non, il a rien produit. Donc il y a cette espèce de décalage le mec n'a rien fait vraiment en termes de cinéma, mais par contre il a une opinion de lui-même qui est très élevée. Voilà, c'est en gros à peu près ce que raconte
600 grammes de hachis. De toute façon, vous allez prendre connaissance un petit peu du personnage. J'ai aussi procédé à nombre de semi-analyses de nombre de séquences, mais ça, du coup, je vais pas vous les refaire parce que sinon, là, ça va vraiment durer des heures. On en est à la moitié. En fait, ce qui vient de se passer dans le documentaire, c'est qu'il est allé, à Cannes. Donc au marché du film à Cannes pour essayer de vendre son projet à d'éventuels producteurs ou pour trouver des coproductions à l'international, puisqu'une seule production française n'aurait pas les moyens en fait de produire un film aussi ambitieux. Par conséquent, il va s'adresser à des étrangers, des Américains, etc. pour leur dire est-ce que vous voulez participer au projet. Sauf qu'évidemment, à chaque fois qu'il essaie de vendre son projet, non seulement son ego se met au travers de la route parce qu'il peut pas s'empêcher de se la péter en fait, de se la raconter, mais en plus les gens sont très vite conscients en fait, les gens à qui il s'adresse sont très vite conscients que le projet est pas vraiment faisable, en tout cas pas de la manière dont il a envie de le faire, et donc on tendance parfois même à un peu se moquer de lui. Et là on en est là, on est à Cannes, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a assisté au processus de recrutement de son assistante, qui du coup a accepté de bosser avec lui. Et là, ce qui se passe en fait scénaristiquement, même si c'est pas un scénar, mais je veux dire, ce qui se passe là, c'est que l'assistante a clairement pris conscience que le mec se rendait pas compte en fait du projet dans lequel il était en train de se projeter, et donc elle commence à comprendre que en gros elle a affaire à un mec qui n'est pas un réalisateur compétent, et elle commence un petit peu à s'énerver par rapport à ça, quoi. On en est là, donc je remets ça. J'espère que ce petit on peut remettre le dernier dialogue. Je n'ai pas entendu, j'ai eu un bug. Ok, bah on peut remettre la dernière séquence qu'on a vue. Là, allez, on peut remettre les 2-3 dernières séquences. Donc il est à Cannes, en gros. On va remettre la séquence du restaurant, peut-être genre dans ces eaux-là, voilà, par exemple. On va repartir du restaurant. Voilà, on l'a déjà vu, on a déjà commenté ces séquences, mais on va voir. Donc lui, là par exemple, il vient de s'adresser aux meufs de l'accueil au festival de Cannes en fait, et il vient de leur faire une réflexion en mode j'espère qu'un jour je serai président et tout. Bon, elles se sont moquées de lui, on en est là, et donc on va le suivre dans ses pérégrinations. Oui, nous sommes encore là, oui. Ah, c'est pas gentil ça. Je pensais quand même devenir président du jury plus tôt. Ouais. Bon, alors je l'espère pour vous quand même. Passez une bonne journée. Donc il se projette quand même en tant que président du jury du festival de Cannes. Mais plus tôt, c'est-à-dire dans quelques années. Là pour l'instant il est parti sur Twitter. J'ai 6h30, j'ai à monter des marches. Moi aussi avec toi, tiens. Ouais. Donc là, sa réaction, je l'ai pas commenté ça, mais vous voyez cette réaction de la meuf là. Putain, 6h. J'ai 6h30, j'ai à monter des marches. Moi aussi avec toi, tiens. Ouais. Ok, Dreamline, je vois ce que tu... J'ai vraiment pas le temps, faut que j'aille. Là, vous voyez qu'elle est agacée en fait. Vous captez qu'elle est agacée. Pardon, j'ai pas donné le timecode pour les gens qui voient ça en replay. Donc on va commencer à partir de maintenant. Les gens en replay, mettez-vous à 24 minutes 08. Je vais un peu baisser le son justement pour pouvoir parler. On va regarder cette séquence jusqu'au moment où on s'est arrêté. Je coupe et ensuite on repart. Donc on est à 24 minutes 08. On fait play dans 3, 2, 1, top. Je vais aux toilettes rapidement. Merci de me le dire. Je suis ravie de le savoir. C'est bon ? Ouais. Pour demain, tu veux qu'on s'organise comment ? Les rendez-vous, tu vas me dire un petit peu pour faire efficace, concentré, dense. Demain matin, 9h, on doit aller récupérer les entrées pour la séance du soir. Ensuite, 10h, je dois commencer à aller voir les villages pour prendre les rendez-vous pour les contacts pour les coprods. Oui, trop. Ensuite, il sera midi, je pense. Après, il faut retourner à l'intérieur du palais pour pouvoir aller voir d'autres gens. Le soir, on a une soirée. Il y a la montée des marches et après, il y a la soirée Bollywood. Soirée, ah oui, 18h06. avec Martine, prod et distributeur français. Voilà. Donc c'est pour ça il faut qu'on aille. Très bien. Voilà. Ça va, il faut régler. Je vais régler mon coca. Alors, je vous règle la salade et le jus d'orange, s'il vous plaît. Alors, là c'est... Alors, un soda et la salade baltique, c'est ça? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, je vous remercie beaucoup. Hein. Je vous dis à demain. À demain, très bonne chance. Au revoir, merci. Ça remonte, ça commence. Non, mais je te rappellerai si tu veux qu'on en parle. Non, d'accord, qu'on en parle plus. C'est très intéressant, donc voilà. Ce plan est génial.
Et c'est qui? Tu présentes même pas? Alors, c'est monsieur Fernandez, non? Patrick Hernandez, producteur. D'accord. Et on avait fait un clip ensemble il y a quelques années. C'était il y a très drôle. 2 ans, même pas 2-3 ans, non? 2 ans. Comme le monde est petit. Oui, très petit. Et ça reste un bon souvenir, enfin, de mon point de vue en tout cas. Voilà. Mais il était passé, donc tu étais venu à l'Espace Cardin quand Non, il j'en était ai passé entendu parler par Julie. Par Julie, ouais. Il avait été sélectionné à l'Espace Cardin. Oui, il avait eu des bons échos, en fait. Donc je pense qu'elle était contente. Et voilà, j'ai eu des nouvelles de temps en temps, régulièrement d'elle. Et je pense que les prochaines fois, tu dois monter les marches. Avec une raison de monter les marches. Bah, je verrai bien. C'est-à-dire, si j'ai rien à faire, c'est pour monter les marches. Si le film me plaît, j'irai monter les marches. C'est vrai que les monter pour les monter, c'est bien. Est-ce que tu étais pas contente hier ou est-ce que tu as monté les marches? Si, mais moi je suis toujours contente. Moi j'ai le plaisir facile. Donc, j'ai bon public aussi. Lorsque tu as monté les marches, tu étais quand même contente, réponds à ma question. Oui, bien sûr. Donc, mais voilà. si par exemple tu me dis on ne le fait pas ce soir, on ne le fait pas demain, je n'en ressentirai aucune frustration. Ah oui, mais tu es quand même contente si tu le fais. Et je n'ai pas l'impression d'appartenir à une élite parce que j'ai monté les marches. J'appartiendrai à une élite quand j'aurai fait un travail reconnu. J'ai jamais dit que tu appartiens reconnu à une dans élite. son domaine. J'ai dit le fait de monter les marches, j'ai dit pas beaucoup de personnes le font. Donc c'est quand même un plaisir de faire des choses que pas beaucoup de personnes ne font. C'est pas parce que tu fais quelque chose que les autres ne font pas que tu appartiens automatiquement à une élite. Pas du tout, effectivement. Donc j'avais raison. Non, t'as pas raison sur tout. Mais bon, J'ai raison je partage pas ton avis sur tout. J'ai raison sur beaucoup de choses. Je ne pense pas. Pause. Et du coup, on s'était arrêté là. Alors du coup, ouais, donc tout ça, je l'ai déjà commenté par le passé. Je sais pas trop quoi ajouter de plus, si ce n'est que la mise en scène est complètement ouf, comme d'habitude sur Striptease. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement ce dialogue, cette conversation où lui est, qui se passe devant le poster de Podium, quoi. Donc c'est-à-dire que ça, c'est complètement fou. Je sais pas à quel degré c'est mis en scène par les équipes de Striptease, ou est-ce que c'est vraiment innocent et ils sont innocemment mis à avoir cette conversation en face du poster de Podium, qui, je le rappelle quand même, est un film qui met en scène donc un acteur qui est Benoît Poelvoorde jouer un sosie de Claude François, donc c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas une star mais qui se projette, qui a des problèmes d'ego et qui se projette dans une star, qui d'ailleurs lui-même, Claude François, était connu pour avoir des problèmes d'ego. Donc il y a cette espèce de truc complètement vertigineusement fractal dans les métaphores de chacun des plans de toute façon de cet épisode de Striptease, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer aussi, au-delà du fait que le personnage est cringe et qu'il est drôle parce qu'il se la raconte et qu'il n'y a pas de raison de se la raconter à ce point, mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait à chaque plan t'as l'impression qu'il y a vraiment, c'est travaillé de façon extrêmement sophistiquée. Je reviens sans le son juste pour vous montrer le génie de ce plan-ci par exemple, que j'ai déjà commenté la dernière fois, mais vous voyez que ça commence par une conversation absolument normale entre ce producteur et l'assistante qui en peut plus, qui est au bout de sa vie, et d'ailleurs là ça commence à faire de la peine pour elle, où tu dis mais vas-y, t'as mieux à faire, meuf, décolle, fais autre chose, tu seras plus pertinente dans un autre, t'as l'air d'être consciencieuse, tu feras mieux ton travail ailleurs. Mais du coup vous voyez que ça commence par une conversation entre deux, donc on se doute pas, enfin on imagine qu'il est dans le coin, mais on se doute pas forcément qu'il est là, mais sa présence d'abord est hors champ par sa voix qui dit tu me présentes pas, donc on sent qu'il y a ce truc là de je suis pas dans le cadre littéralement, donc je suis pas dans la scène, je suis à côté mais j'ai quand même envie d'être dans la scène, donc il vient s'imposer à la scène. Ensuite le plan continue par ce moment de gêne extrême où ça cadre lui, et ça se termine par littéralement lui qui prend en fait la moitié du cadre et qui efface littéralement, qui se met par dessus en fait le personnage de l'assistante, ce qui gêne absolument tout le monde sauf lui. Franchement c'est brillant. Après voilà, ça reste de la mise en scène, je pense un peu au hasard parce que du coup c'est un documentaire, mais c'est complètement hallucinant qu'ils arrivent à avoir des plans aussi signifiants dans quelque chose qui est supposément improvisé. Après encore une fois je sais pas à quel degré ça l'est. Voilà, on va continuer donc cette aventure parce que tout ça c'est quelque chose que je disais, j'ai dit la dernière fois, et là maintenant on découvre donc la deuxième moitié en gros de cet épisode complètement ouf quoi, et le travail de montage est vraiment fou. Oui, le travail de montage est incroyable, et surtout dans la façon dont il fait se collisionner des mondes quoi. Par curiosité, est-ce que dans Striptease, comme on peut le ressentir pour des émissions type Tellement Vrai, il y a un côté un peu cynique et complaisant? Rite de Zo, pour être tout à fait honnête, moi je trouve que dans certains épisodes, oui. Je trouve qu'il y a un côté un peu cynique et un peu moqueur en fait, mais qui n'est pas du tout comparable avec des émissions comme Tellement Vrai, qui pour moi sont vraiment une forme d'exploitation de la misère humaine quoi. Et dans Striptease, ça dépend des épisodes. Tu vas en avoir, il y a des degrés en fait, ça dépend. Il y a des moments où je trouve ça dur à regarder parce que j'ai vraiment de la peine pour les gens qu'on est en train de me montrer, et surtout je trouve que la personne qui est en train de
de me les montrer et pas forcément très bienveillant envers eux. Là, ça va, parce qu'en soi, c'est pas... oui, voilà, c'est Des Lopez qui dit ça va, là, La Soucoupe et le perroquet et Docteur Lulu, c'est de la mise en scène aussi. Alors, non, mais je sais pas, c'est pas que c'est de la... Par exemple, là, t'as cité 2 épisodes qui, moi, par exemple, me mettent un peu mal à l'aise. Hein. La Soucoupe et le perroquet, moi, ça me rend triste, en fait. Genre, c'est pas, je vous ferai jamais un épisode sur La Soucoupe et le perroquet. Parce que il y a un côté vraiment méchant, quoi, dans La Soucoupe et le perroquet, alors que c'est des gens qui sont vraiment, pour le coup, en souffrance. Là, c'est pas complètement le cas. Et d'ailleurs, j'ai regardé le mec, ce qu'il était devenu, vous l'avez partagé sur Discord, je sais plus qui a partagé ça, mais quelqu'un sur mon Discord a mis ce qu'il était devenu. Il est adjoint au maire dans une petite ville, je sais plus de quel coin de France, mais genre il est pas, enfin c'est pas la mort, hein, ça va, hein, c'est pas quelqu'un qui est en souffrance non plus. Il est juste adjoint au maire, donc il a pas raté sa vie, il vit pas des grands drames et tout. C'est juste là, il a eu à ses 24 ans et en même temps il est jeune hein, pour démarrer le truc. On peut se dire, il a eu cette espèce de lubie de faire un gros blockbuster et tout, mais voilà quoi. Marchéran en Moselle, c'est ça la ville. Marchéran en Moselle. Voilà, il est assistant au maire là-bas. Voilà. Donc on continue. Et surtout, oui, je rajoute un truc, c'est que quand bien même il y a régulièrement dans les épisodes de Striptease ce côté un peu cynique, un petit peu je regarde les gens mais en même temps je m'en moque un peu, ça a une valeur sociologique et ça j'en discuterai aussi effectivement sur ce qu'on nous montre là, sur le rapport au réel que ça peut avoir et tout. Moi je pense que l'erreur c'est de regarder Striptease en ayant vraiment l'impression de voir du réel, quoi. C'est-à-dire que si vous partez dans cette démarche là, vous êtes je pense un peu à côté de ce qu'est l'émission. Ceci étant dit, à votre décharge, il est vrai que l'émission a tendance à se vendre comme ça, quoi, parce qu'en fait l'absence de voix off et l'absence de comment dire de personnages qui s'adressent à la caméra sur le mode, disons, du confessionnal, ça va donner une espèce d'impression que vous êtes en train de regarder un programme qui est plus objectif que d'autres formes de documentaires ou de reportages, qui en fait n'est pas vrai. Donc il faut pas le prendre comme ça. Mais c'est quand même une démarche intéressante. Ça, on en rediscutera encore un petit peu plus. Mais du coup, on va regarder cette séquence-là qui est, je crois, c'est une soirée, je sais plus si c'est une soirée Bollywood ou une soirée comme ça, qui se passe à Cannes, à laquelle participe notre ami Ludovic Diandolfo. Ah, mais avec le son, ce serait plus pratique. Et surtout, si je vous donne le TC, ça sera encore mieux. Donc là, on est à 27,47. Je fais play. 27,47. Mettez-vous à 27,47. Je fais play dans 3, 2, 1, top. Qu'avez-vous produit ? J'étais avant dans les courts-métrages. Là, je suis passé au documentaire. J'ai terminé les documentaires et là, je suis en train de produire un long-métrage à destination internationale. Avec un film de court-métrage ? Non. Mademoiselle fait du marketing international. Ah, bah ça, c'est intéressant, ça. Et vous avez travaillé pour quel projet dernièrement ? Pour quel projet vous avez travaillé dernièrement ? Non, j'ai pas travaillé dans le film. J'étais en train de dire, j'ai travaillé dans les produits de consommation de la seconde. Ah, bah c'est tout aussi bien, hein, parce que sinon, s'il n'y avait pas de produits de consommation, il n'y aurait pas de producteurs, parce qu'on serait tous morts. Donc, J'ai vous voyez. travaillé dans les papiers de toilette. Là, cette phrase, elle est incroyable. J'aime bien les papiers de toilette. Hein. L'école. C'est utile. Ah oui, ça oui. Hein. Je sais pas. Je suis allé au Carlton. Je coupe, on est à 29 minutes et je viens de couper. Donc, alors du coup, c'était la fin du Festival de Cannes. Donc on comprend qu'il est complètement en décalage total. Moi j'adore, il y a des répliques cultes. Hein. J'adore le papier toilette. Ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de... C'est génial. C'est littéralement The Big Lebowski. Il y a un côté un peu Michael Scott dans ce personnage, c'est très rigolo. Donc là il essaie de créer un petit peu des situations de réseautage. En fait c'est aussi, parce que là du coup il y a un truc qu'il faut noter et j'en ai pas beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé en fait du fait que... qu'il y avait ce côté de lui qui oublie le côté fabrication artisanale du cinéma et qui se projette dans un côté paillette un petit peu absurde. Mais il est vrai qu'il y a quand même aussi, là on ressent aussi, et vous allez le voir par rapport à aux prochaines séquences, là maintenant qu'on a vu le Festival de Cannes, il y a aussi une forme de violence symbolique du Festival de Cannes et de tout le côté paillette starlet dont il n'est pas l'instigateur. Je veux dire, c'est pas lui qui fait que les gens dans ce genre de festival se la pètent. C'est-à-dire que moi je vais pas à ces endroits-là, déjà parce que ça m'intéresse pas de savoir, enfin si je devais aller dans ces endroits-là, ce serait juste pour regarder des films en fait. Ça, le côté paillette, le côté félicitations, machin, ça ne m'intéresse pas du tout. Je trouve ça assez pathétique. Et en vrai, en plus, je trouve que si tu veux l'imagerie, le décorum, l'imaginaire qui est montré en fait, l'esthétique de ces endroits-là, c'est-à-dire le côté tapis rouge et costume hyper cher et robe farfelue.
c'est un truc que je trouve qui est pauvre en fait en termes d'imaginaire. Donc c'est aussi mais du coup je sais pas, je suis peut-être en train de snobber des snobs, mais le truc est un peu nul aussi. Et finalement quand tu prends un peu de recul sur ce que tu es en train de voir, au-delà du personnage qui est un petit peu pathétique, on va le revoir dans des situations de famille et notamment avec ses amis. En fait, tu te dis en vrai, tu préfères être dans une situation de bouffer avec ta famille ou d'aller faire du bowling avec tes potes que d'être au Festival de Cannes autour de gens qui en vrai sont aussi un peu des gens faux. Enfin, ils sont pas des gens faux dans l'absolu, humainement, mais je veux dire quand ils sont dans ces situations-là, ils sont aussi dans une représentation d'eux-mêmes. Et au bout d'un moment, lui, c'est-à-dire que lui, il a même pas produit des trucs. Donc c'est-à-dire qu'il a même pas ce truc-là, même si là, il dit j'ai produit des documentaires et tout. Moi, je veux les voir. Je le connais pas le mec. Je pense pas qu'il ait vraiment produit ou alors il a tourné des trucs un petit peu en mode guérilla style quoi, mais ça m'étonnerait qu'il ait vraiment produit des courts-métrages, des documentaires, parce que sinon il aurait pas cette démarche là en fait, parce qu'il comprendrait ce que c'est qu'un processus de production. Mais en tout cas lui il a pas ça pour se la péter, mais c'est tout aussi ridicule, même si vous avez produit 40 films qui ont cartonné, de venir vous la raconter avec des stars pour faire les donneurs de leçons à la con sur une estrade avec des trucs, enfin moi je trouve ça absurde en fait, je trouve ça complètement débile comme délire. Mais et du coup faut aussi noter que le vrai, enfin ce qui me paraît le plus juste et le plus vrai, c'est finalement les situations où il est avec sa famille ou avec des gens comme ça, où là t'as l'impression de voir des gens qui existent en fait. T'as pas l'impression de voir un groupe de mecs en mode parade nuptiale où enfin je sais pas, moi j'ai un problème aussi avec ça. Mais et du coup voilà, c'est aussi à noter que faut pas non plus imaginer, c'est-à-dire que lui il est dans cette représentation là parce que il imagine que c'est ce qui va lui amener pas forcément la célébrité, mais il imagine que c'est ce qui va faire de lui quelqu'un de fort et de bien en fait, parce que aussi on lui a donné cette image-là quoi. On lui a dit mais la classe c'est d'avoir des costards hyper chers, des lunettes de soleil même quand on n'a pas besoin vraiment, et tu vois. Donc c'est pas, ça vient pas de lui vraiment. Lui il est une espèce de vision un petit peu complètement exagéré de ça, parce qu'il est dans une mode de parodie de ce qu'il comprend de la célébrité. Mais je veux dire, la célébrité renvoie aussi cette image-là, quoi. C'est-à-dire que les gens dans ce type de festival se mettent aussi en scène comme ça. Ils sont moins ridicules parce qu'ils ont les moyens de s'acheter les voitures que lui, il peut juste louer. Mais c'est pas si différent que ça, hein. Donc c'est assez cool en fait de voir ce personnage là, parce que c'est une version un peu exagérée, hyper archétypale et hyper caricaturale de ce que les stars essayent d'être en fait aussi quoi. Ça reste des êtres humains quoi. Donc il y a aussi ce côté là qui est intéressant je pense dans ce truc. Donc voilà, et vous allez voir que ça va être encore plus dans le truc, parce que là on comprend que le Festival de Cannes était vraiment considéré, en plus ça arrive pile poil au milieu de l'épisode comme une espèce de parenthèse au milieu de l'épisode sur voilà ce que c'est vraiment le monde dans lequel tu as envie de te projeter quoi. C'est ça, et c'est cette parenthèse là, et ensuite on revient au réel. Donc c'est assez intéressant aussi dans la construction de l'épisode qu'ils aient mis cette espèce de segment Festival de Cannes au milieu, qui est un peu le paroxysme de ce que tu peux faire en termes de cinéma qui se la raconte quoi. Qui a même pas le côté populaire de certaines autres remises que je trouve tout aussi ridicules, telles que les Oscars quoi, mais qui en plus est vraiment dans le genre qui se la pète un peu. Après je sais, j'ai plein d'amis qui vont au Festival de Cannes et qui me disent c'est super pour découvrir des films, ce que je comprends très bien, ce que j'admets tout à fait. Mais bref, on va repartir, on est à 29 minutes pile poil, donc je vous donne un petit top départ aussi pour que vous puissiez vous recaler. Donc 29 minutes, 3, 2, 1, play. En haut du Carlton, ils m'ont passé un smoking à 30 000 balles, et ils croyaient que j'avais pris une suite au Carlton. Non. J'étais beau comme un camion. On était invités dans les plus grandes soirées, on est allé à Bollywood, je suis allé, c'est-à-dire c'est la soirée Hollywood indien. T'étais dans une soirée Jet Set, ouais. Bah t'as été. Mercredi. Non. Mercredi, c'est comment? C'est exactement pareil qu'une discothèque normale, sauf que c'est des gens distingués, des gens qui ont de l'argent. Cette phrase elle est incroyable. Bon, là j'ai rendez-vous la semaine prochaine à Paris avec un producteur français et un producteur indien pour le développement. Ça y est, rencontrer tous les gens, aller au Venezuela, parce que je dois partir au Venezuela là bientôt. Aussi. Ah oui. Comment ça va? Ça gaz bien. La forme? Il y a Denis qui est déjà là. Alors, programme de la soirée. D'abord bowling, après restaurant, après on va faire un petit tour au casino, après on va à la discothèque. C'est bien ça. Moi je peux tout vous raconter. Denis il a déjà squatté la place devant, donc il reste à passer rien, mais bon c'est confortable, c'est spacieux. Ah Denis. Mon pote, comment c'est? Allez, venez monter. Qu'on aille. Donc ceinture, il y a Calogero pour le voyage. C'est parfait. Ok, on y va? Pause.
Pause. Et alors, du coup, je rigole en fait parce que ça, c'est devenu une phrase un peu culte dans mon entourage. Souvent, quand je prends la voiture, c'est il y a Calogero pour le voyage. Ça, c'est une belle phrase. J'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup rire. Mais alors, du coup, voilà. Donc là, vous voyez, il y a un retour avec ses vrais potes, avec les gens avec qui j'imagine il a grandi. Et vous voyez qu'il utilise en fait ce voyage à Cannes qui a été en vrai un désastre. Et il le comprend que c'est un désastre parce qu'on l'a vu comprendre que c'est un désastre. Mais finalement, ça, c'est au second plan. C'est au second plan. Ce qu'il veut, c'est pouvoir avoir des choses à raconter pour pouvoir dire à ses potes, voilà, je me suis extrait de ma condition sociale, même si c'est pas encore le cas et que c'est pas complètement vrai. Lui, il a besoin de ce truc-là. Donc il y a une dimension un peu triste, hein, comme dans tous les striptease évidemment. Je trouve que c'est beaucoup moins cringe que plein d'épisodes de striptease qui sont hardcore, mais il y a quand même ce côté un peu triste de, à vrai dire, t'as envie de lui dire pourquoi t'as à ce point envie de t'extraire de ça, quoi. Parce que c'est dur. Ce que je peux comprendre aussi. J'ai des positions très ambivalentes. On comprend que là, il est dans un truc de représentation totale. On comprend que là, quasiment, il y a certains plans, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il est complètement conscient de la caméra. Il met en scène le moment où il passe comme ça, il amène son pote en mode je vous amène dans la voiture et tout, et il sait qu'il y a une caméra, il veut montrer qu'il va être aussi un moteur d'ascension sociale pour son cercle d'amis, quoi. Et ça, en fait, c'est pas noble parce qu'en soi, il le fait quand même par ego finalement quand c'est pas altruiste à ce point-là. Mais je veux dire, il y a quand même ce truc de, tu sens que c'est un mec qui en a marre d'être aussi il a visiblement grandi un peu dans ce genre d'environnement qui est pas très prestigieux. Et je pense qu'il en a marre de ça, il a envie de s'extraire de ça. Et lui, quand il voit les paillettes du cinéma, en fait, finalement, la fabrication du film forcément passe au second plan. Lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir juste arriver directement à avoir ce qui est triste parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Parce que si tu vas pour ça, de toute façon, ça marchera pas, quoi. Ça a l'air en fait, de plus en plus, au fil de l'épisode, t'as l'impression qu'il s'intéresse quasiment pas à l'idée de faire un film, à part quand il le vend à sa famille, mais t'as l'impression que du coup son discours s'adapte à chaque interlocuteur qu'il a. Et du coup, il y a très peu de choses qui peuvent paraître complètement sincères. C'est-à-dire que quand il va parler à son père qui est mineur, il va essayer de l'intéresser à son projet en lui disant oui, mais c'est un film qui est là pour justement pour ta classe sociale, pour essayer de donner une voix en fait à ta classe sociale. Donc il est dans cette espèce de démarche-là. Après, à côté de ça, il va s'adresser à ses potes et lui, comme ses potes, ils sont dans un délire de ah c'est cool d'aller en boîte de nuit, il va lui dire ouais mais moi je suis allé dans des boîtes de nuit plus. Donc il adapte en fait son discours à chacun de ses interlocuteurs, ce qui témoigne en fait simplement d'un énorme manque de confiance en lui. C'est ce qui rend un peu le truc un peu triste, mais après c'est la réalité de la vie, hein. Il y a plein de gens qui ont un manque de confiance en lui, et ce manque de confiance en soi qui est au cœur en fait de sa perception de lui-même et de son ego, c'est quelque chose qui est je pense suffisamment universel pour résonner un petit peu dans plein de gens. Je suis assez touché en fait par les images, même si je trouve que ça raconte de ouf, c'est vrai. Il se la pète de ouf, soyons tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a cette démarche-là qui est quand même qui est un peu jolie quand même, je trouve. Bon, en tout cas, j'ai vu le comique, j'ai complètement vu l'épisode comique. Il est très sympa, il est rigolo aussi. Alors on est à 30 minutes 25, par conséquent on va faire play dans 3, 2, 1, top. Tire avec le majeur, ça j'ai jamais compris. C'est un projet qui peut faire un des plus grands succès du cinéma. Je sais qu'il m'en a impressionné plus d'un, moi. Et voilà. De toute façon, avec ce qu'il a fait, il peut que réussir. Ça serait trop. Et je me suis battu seul. Et lorsque j'ai commencé à me lancer dans le cinéma, qu'est-ce qu'ils disasaient les gens de moi? C'est un illuminé, On habite dans un coin qui est vachement perdu, quoi, faut dire ce qu'il y a. Ouais, ça oui. Bon, tu leur dis aux gens, ouais, je vais être producteur, les mecs. Ouais. Les mecs, ils y croient pas trop. Ouais, ils y croyaient pas du tout. Par contre... C'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est notre histoire et c'est l'histoire d'une vie. Et je dis toujours, un nom, une vie, une âme, liberté. C'est encore magnifique. Et voilà quoi. Donc de toute façon, j'aurai le temps de vous discuter parce que chaque fois qu'il y a une étape qui avance, je vous en parle. Vous savez exactement tout et on réussira tous ensemble. Jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout. 600, hein? Voilà. Le compte est bon. Je vous laisse ça. Bonjour. Il est là, le boucher? D'accord, merci. Vous avez un charisme qui sort, qui se dégage de vous. Et par rapport au rôle, justement, que j'avais écrit, sans penser à vous,
c'est immense, vous collez parfaitement au personnage. Et c'est venu comme ça, donc ça a flashé directement, j'en ai parlé à mes collaborateurs, ils ont dit il faut y aller, il faut aller sans aucun problème, hein, sans se peiner. Et donc, vous voyez, c'est peut-être une belle histoire qui commence comme ça, repérée dans un magasin. Moi, justement, j'allais faire mes courses depuis que j'étais môme. Donc, le tournage, ça sera soit au Venezuela, soit en France, soit ailleurs, dans un studio quelconque, mais je ne sais pas. Je ne peux pas encore vous dire quand. Je vous souhaite de passer une bonne journée encore. Moi aussi. Hein, et merci bien. Merci, hein, au revoir. C'est à qui 600 grammes de hachis. Du mélange ou du... Oui. Avec du pot, hein. Allez, pause. Et alors voilà, non, c'est incroyable, non? C'est incroyable. C'est génial ou pas? Ah, je trouve ça génial. C'est génial. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle 600 grammes de hachis, en fait. C'est génial. C'est un de mes moments préférés de l'histoire de l'audiovisuel. Avec le début des Affranchis. C'est génial, non? Voilà. Alors, voilà, je sais même pas quoi commenter, quoi. C'est génial. C'est vertigineux. Parce que, et du coup, voilà, parce que c'est 600 grammes de hachis, parce que voilà, c'est le retour au réel, quoi. J'adore le fait qu'ils aient choisi ce truc-là, parce que tout le principe de cet épisode repose sur les paillettes que tu as dans ton imagination et du coup le réel. Mais c'est génial. Je trouve ça absolument brillant. Alors donc effectivement, bon, puis c'est surtout putain. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être bouché. Le décalage est incroyable, Karim. Non mais c'est fou. Je suis content de vous le montrer, ne serait-ce que pour ça, parce que c'est vrai que je trouve ça brillant, quoi. Et alors du coup, bon, évidemment que mais c'est en fait ce qui est très drôle, c'est le fait. Franchement, s'il n'y avait pas eu le côté le Venezuela, ça pouvait être encore juste oh merde. Mais là, le fait qu'il aille suffisamment loin dans le délire pour ramener les bails de le tournage se fera peut-être au Venezuela, on sait pas encore. Ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'évidemment, il brûle des étapes. Vous avez dit, est-ce qu'il est pas un peu mythomane? Il est un peu, j'ai l'impression aussi mythomane, mais mais ça en fait, en vrai, c'est les gens qui manquent de confiance en eux, c'est ça en fait. Comme ils croient pas aux personnages, à ce qu'ils sont, du coup ils se fabriquent un bonhomme qui n'est pas eux, mais du coup ce bonhomme qui n'est pas eux, il faut l'habiller en fait de plein de trucs et du coup ils vont raconter plein de choses. En vrai, c'est pas, c'est horrible parce que tu te dis. Un peu complètement mytho, oui. Mais oui, mais est-ce qu'il se dit pas en fait que le fait que c'est comme ça que les gens font? Est-ce que ça, c'est pas une réaction en fait au côté artificiel et faux qui est en fait ancré dans les stars de cinéma en fait? C'est-à-dire que est-ce que c'est pas lui qui perçoit et peut-être de façon assez juste que tous ces stars bardés de trucs hors de prix machin sont pas dans le mensonge aussi, quoi. Et est-ce que du coup il se dit mais en fait si je veux être ça, il faut que je fasse comme eux, il faut que je raconte que je suis il faut que je me la pète en fait. Si je me la pète pas, je suis décalé par rapport à l'image que j'ai de ces mecs-là et qui est pas déconnante. Parce que les mecs aussi, ils se la racontent de ouf, quoi. Franchement, prenez un peu de recul sur ce que vous voyez quand vous voyez une remise des prix. C'est absurde, en fait. Parce que c'est juste des gens qui font correctement leur travail. Et qui se congratulent entre eux en disant putain, on a bien fait notre travail, ouais, on a bien fait notre travail. Tu ferais ça. Il y a très peu de métiers dans le monde où en fait tu fais ça. Un bon acteur, c'est juste un bon acteur. Mais les mecs, c'est dans leur tête, c'est Dieu le Père. Ils ont des sommes colossales d'argent à gérer. Du coup, ils ont l'impression d'avoir changé le monde et tout, alors que c'est des starlets, quoi. Il y a un côté très ridicule en fait à la notion de star. C'est absurde, tu vois. Mais ça, après, il y a des gens du cinéma vont me dire non, c'est ça qui fait l'histoire du cinéma parce qu'ils vont se souvenir des Roaring Twenties. Ils vont se souvenir des vieilles stars et tout machin, etc. Mais en vrai, c'est grotesque. Ce sont des êtres humains qui font leur travail. Un acteur sur un plateau, juste, il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est un taf. Et un réalisateur aussi, quoi. Il n'y a pas de raison vraiment de lancer des paillettes à leur visage en disant mais oh, vous êtes complètement incroyable, vous êtes complètement des génies. Non, c'est juste des gens qui font leur métier. Donc du coup, c'est bien aussi de voir ce genre de mec-là, parce que du coup, ça te fait prendre conscience du côté ridicule, un peu grotesque et suffisant de tout ce milieu-là, quoi. Le milieu pas du cinéma, le milieu des paillettes, parce que le milieu du cinéma, en fait, c'est composé de la quasi-totalité des gens qui font les films sont pas des stars ou des starlets, c'est pas ça en fait. Mais le côté remise des prix un petit peu pimpant, qui en plus, du coup, efface le côté fabrication du film, c'est quelque chose qu'on ressent là dans ce truc-là, quoi. C'est que le vrai enjeu pour ce mec-là, quand il a envie de faire du cinéma, pas parce qu'il aime les films, mais pas parce qu'il a envie de produire de l'image qui bouge, pas parce qu'il est fasciné par l'idée qu'on peut recréer du mouvement par une illusion de mettre des images les unes après les autres. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment le côté, tu peux devenir un surhomme, quoi, un être humain encore plus
brillant, génial que le commun des mortels. Mais ça, du coup, ça, dans son esprit, ça efface le réel de la fabrication du film, et dans le monde, ça efface le réel aussi de la fabrication du film. C'est-à-dire que maintenant, enfin, c'est pas maintenant, là pour le coup, c'est depuis toujours. C'est vraiment le côté starlet. Moi, je trouve que c'est horrible. Je trouve que c'est absolument obscène en fait, comme démarche. Je comprends même pas qu'on puisse s'intéresser à. Pas au festival, parce que le festival, c'est quand même montrer des films. Et ça, c'est quand même cool. Montrer des films, c'est bien. Mais le côté de vas-y, lui, il a joué dans 3 films, et il a bien joué dans 3 films. Il a le droit de prendre la parole sur n'importe quel sujet, dire tout et n'importe quoi. Il a plus de droits. Déjà, le mec a plus d'argent, si en plus on lui donne. Enfin, je trouve ça absurde. Donc, et c'est cool, ce genre de truc fait ressortir ce côté absurde. Et en fait, le tourne en dérision, de façon complètement pas volontaire, de la part de Ludovic Di Landolfo. Mais du coup, on dirait une version parodique, en fait, de ce que les stars sont. Voilà, donc c'est hyper intéressant comme docu. Voilà, donc du coup, on va continuer, c'est super. Donc ça repart sur Aussi libre que moi, c'est absolument merveilleux. On est à 33 minutes 15, je vais faire play dans 5, 4, 3, 2, 1... C'est incroyable, tout est incroyable. Ouais, c'est mon rêve d'avoir une voiture comme ça. Il n'y a pas que le tien. Si seulement, ça pouvait venir rapidement. Si seulement. T'as une tête d'enterrement, t'as vu comment tu es? Je suis fatigué, je travaille, moi, je reviens de Cannes. Non, t'as fait un fringue, déconne pas, non? Il te manque beaucoup dans la tête. Rapport à moi. J'ai exactement comme toi dans la tête. Non, t'as rien. Si. Il a la bosse derrière, comme toi. J'ai la même bosse que toi derrière. Non, c'est ton frère qui l'a. Non, c'est moi. Non. Si, regarde. Non, il l'a pas. C'est moi qui l'ai là. Là. Ouais, t'as rien, toi, c'est comme le chien. C'est là. Ton frère, il a une bosse. Non, c'est moi qui l'ai. Toi, tu n'as rien. C'est moi qui l'ai. Non. C'est moi qui l'ai. Pour avoir la double tête comme moi, tu pas beaucoup qui l'a. Ouais, t'as un QI de combien, toi? Un QI 148, oui, moi j'ai 148, il a. Et moi, j'ai combien? J'ai 133. Non. J'ai 133. Moi, j'ai 80. Non, il y a ton père qui a un QI de 148. Il a un QI de 148. Toi, t'as eu 148. Et moi, j'ai eu 133. Non. Si. Et je t'assure. Bon, t'as pas une double tête comme moi. J'ai eu 133 et tu le sais. Alors moi, je dois avoir du 180 avec la grosse tête. Ouais, la grosse tête, toi, la grosse tête, il y a beaucoup dedans. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il réussirait. Et j'ai toujours cru qu'il réussira. C'est une belle fille, là, qui est... C'est tout. C'est une belle fille qui est vraiment naïve. Moi, je 100%. Mais bébé, toi aussi, t'es convaincu qu'il va réussir, mais tu veux pas l'admettre. Voilà. Si, il l'admet, il veut pas le montrer. Parce que je te ferai monter les marches à Cannes. De quoi? Je marcherai les marches avec toi, main dans la main. 90 ans, parce que d'ici là, j'aurai 90 ans. Dans la rue, ça gère chez nous. Qu'est-ce qu'il fait ton fils? Qu'est-ce qu'il fait? Je dis, bah, il est producteur, il fait un film. C'est pas possible. La preuve, il y en a même qui auraient c'est pas possible, il a réussi comme ça. Moi, je croyais qu'il était... Ah ben, ça jase. Et la preuve, ils me disent même plus bonjour, presque. Il n'y a pas de réussite. Hein? Pour le moment, il n'y a pas de réussite. Non, mais est-ce que tu... Non, j'envisage rien pour le moment. Ton père a toujours été moi, comme ça. Moi, je veux toujours c'est un résultat que je veux. C'est là que je verrai. À ce moment-là, c'est bon. Toi, tu crois que les gens du cinéma, ils bossent pas? En fin de compte, un film, il faut savoir que ça met 2 ans avant de sortir. Et il y a énormément de personnes, il y a 400 personnes qui se mettent corps et âme là-dessus. Au bout de 2 ans, il y a un résultat, il y a la sortie, mais toi, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, mais justement parce que c'est un projet qui est tellement gros, tu peux pas le faire en 2 ans. Ça peut devenir un des plus gros projets du cinéma français et un des plus grands projets internationaux. Donc c'est pour ça que ça met du temps. Écoute, et il faut aller étape par étape. C'est en plein milieu du tunnel et puis je ne vois pas la sortie. Moi je la vois la sortie. Le tournage est prévu pour printemps. Pas encore. Non, le tournage est prévu pour printemps 2005. T'as une grosse tête. Et la sortie du film, c'est fin d'année 2005. Ici avec une voiture comme ça là pour faire du flan-flan, ça j'aime pas ça. Bon. Mais c'est une belle voiture. Tu seras plus tard quand tu auras les moyens de le faire. Non, malheureusement, le projet n'a pas été retenu. Non. À cause de quoi? Là, aujourd'hui, je peux pas vous dire les raisons pour lesquelles. Si vous m'appelez la semaine prochaine... Je vais faire pause et on va faire un passage sur le CNC, parce qu'il demande, en fait, là, c'est le CNC qui lui dit qu'il n'est pas retenu, du coup. Donc, on va juste faire un petit... Après, dans la deuxième partie du reportage, les moments de famille commencent à devenir vraiment un peu durs, mais un peu tristes. C'est peut-être les moments les plus... parce qu'il est là, il est vraiment renvoyé à la réalité par son grand-père qui ne prend absolument
aucune pincette pour lui dire ce qu'il pense. Bon, au-delà du côté complètement absurde, je sais pas d'où vient le chiffre de 2 ans, parce que ça dépend vraiment des films. Hein. Il y a pas... Mais lui, il s'est dit c'est 2 ans. Voilà, c'est 2 ans, c'est 24 mois. Et tu fais un film en 24 mois, c'est très compliqué. Et là, il y a des moments de lucidité aussi du fait que... Mais il s'en sert comme des trucs de défense, c'est-à-dire qu'il dit mais oui, mais un film c'est très compliqué à faire, ça monopolise des centaines de personnes, etc., machin et tout. Donc tu te dis mais en fait il doit comprendre à un moment que c'est très compliqué, puisqu'il le dit là quasiment littéralement. Donc il y a ce truc là, mais il est quand même en train de planer quoi. C'est-à-dire qu'il est quand même en train de donner des fausses dates de sortie, des fausses dates de tournage pardon, qui complètement ça vient de nulle part quoi. C'est-à-dire qu'il y a que lui qui se rend pas compte que ça vient de nulle part et que ça n'arrivera pas. Et bon, là, ça va être la descente. Là, ça va être le moment, je vous préviens, à partir de là, plus rien ne va. Parce qu'encore, il était dans son illusion, il a réussi à... Mais là, ça va vraiment, on va entrer dans la phase... c'est les affranchis, voilà, quand il se fait choper, quoi. Il se fait choper, il est dans la coke, quoi. Là, c'est compliqué, c'est la fin du film de gangster. C'est le troisième tiers d'un film de gangster, ça va aller de mal en pis. Et en même temps, j'ai beaucoup de mal à pas compatir un petit peu pour son projet, parce que je me dis, bon, ça... Après, bon, je m'en fous que ça sorte pas à Liberté, mais je veux dire, c'est vrai que quand t'as enfin, c'est vraiment dur, en fait, le truc, mais c'est fou à quel point il est pas conscient de comment ça peut... Enfin, là, je vais répéter des trucs que j'ai déjà dit, donc je vais arrêter là et on va continuer, on va voir ce que lui dit le CNC, mais c'est pas... Donc là, il est au CNC. Donc le CNC, c'est un organisme d'État qui finance des films et qui donne des sous quoi, pour produire des films, et effectivement, il leur a amené le scénario de Liberté en espérant se faire financer. Ce qui déjà est une démarche de psychopathe. Enfin, putain, c'est fou, quoi. Pardon, je suis à 36 minutes 35. Attends. Non, je suis à 36 minutes 46. Voilà, et je fais play dans 3, 2, 1, top. Aujourd'hui, je peux pas vous dire les raisons pour lesquelles. Si vous m'appelez la semaine prochaine, je vous lirai les fiches de lecture, si vous le souhaitez. D'accord, ouais. Donc, vous m'appelez quand vous le souhaitez, lundi, Et pour récupérer les scénarios d'ici une dizaine de jours. Une dizaine de jours, d'accord. Vous Je suis obligé de venir les m'appelez... chercher. Oui. Attendez, donc, en fait, je suis désolé, je vous ai montré la moitié de la séquence, j'ai mal cliqué. Donc je suis désolé, on va revenir ensemble pour l'avoir en entier quand même, donc je prends un peu d'avance peut-être, simplement. On va 36-32, voilà, je suis à 36-32, play dans 3, 2, 1, top. Bon. Mais c'est une belle voiture, Tu non? seras plus tard quand tu auras les moyens de le faire. Non, malheureusement, le projet n'a pas été retenu. Non. À cause de quoi? Là, aujourd'hui, je peux pas vous dire les raisons pour lesquelles. Si vous m'appelez la semaine prochaine, je vous lirai les fiches de lecture, si vous le souhaitez. D'accord, ouais. Donc, vous m'appelez quand vous le souhaitez, lundi, Et pour mardi, récupérer les scénarios d'ici une dizaine de jours. Une dizaine de jours, d'accord. Vous Je suis obligé de m'appelez, venir les chercher. Oui. On va continuer un petit peu, genre je fais pause plus tard. Il faudrait voir à partir de quel moment on peut lancer le recrutement du casting au Venezuela et bloquer... Alors, par rapport à ce que vous me dites, là, définir une date pour le début du tournage, on est tellement au stade zéro que définir une date de tournage, ça me paraît rigoureusement impossible. On n'a pas de casting, on n'a pas de réalisateur, on n'a pas de financement, on n'a rien du tout. Là, on a une idée et elle existe sous la forme d'un scénario. Mais c'est tout. Donc pour l'instant, on est au stade zéro du projet. Hein. On n'est pas au stade -1, mais on est au stade 0. Hein. Excusez-moi. Oui. Et je fais pause maintenant à 37-46. Oh putain, j'avais oublié cette scène. La scène qui va suivre, elle est ouf. La scène qui va suivre, elle est complètement ouf. Mais alors du coup, voilà. Donc là, il a été... ça c'est fou. Ça va être vraiment fou. Mais alors du coup... Donc oui, non, je disais, on me demandait pourquoi c'est absurde en fait de proposer son projet au CNC, mais parce qu'en fait, en vrai, tu vas pas avec enfin, le CNC, c'est un des trucs qui peut te donner des sous, mais tu peux pas aller juste te disant, je vais avoir le CNC, ça va régler mon budget du film. Le CNC va pas vraiment te filer, je sais plus combien c'est le plafond, mais tu vas pas avoir 10 millions du CNC. Là, tu vas avoir déjà des chaînes de télé, tu vas avoir des banques, des Sofica, des trucs. Tu t'essaies de multiplier en fait tes sources de trucs. Là, de toute façon, c'est absurde d'arriver avec ce projet-là qui en plus a l'air d'être un projet un peu international. C'est 50 000 le plafond? Non, c'est plus que ça quand même. C'est plus que ça sur une avance sur recette. Parce que 50 000, là, vous parlez peut-être des budgets internet, éventuellement. Mais c'est plus.
600 000 max sur une avance sur recette. Voilà. Donc c'est pas là, il y a des millions et des millions d'euros. C'est un projet. Tu vois, le CNC, ce serait dans le film qu'il a envie de produire, comme il le raconte. C'est-à-dire, je vous rappelle, une énorme production qui est en gros le Seigneur des Anneaux, mais dans des mines, avec je sais plus 13 000 figurants. Ça veut dire qu'il va. Merci beaucoup à toi Panda pour le raid. Je t'embrasse très fort. Bienvenue à tous les amis qui viennent de chez Panda. Mais c'est-à-dire qu'en fait, là, c'est genre le budget qu'il a besoin. Enfin, je veux dire, le CNC, c'est cool, ça débloque des portes aussi. Le fait d'avoir des CNC, ça débloque des portes pour avoir d'autres financements. C'est peut-être ça qu'il essaie de faire. Mais de toute façon, enfin, c'est pas décisif. En vrai, de toute façon, il a besoin de sources de financement qui sont pas ça. En fait, il a besoin de millions et de dizaines de millions d'euros pour réaliser ce projet-là. Donc ça a aucun sens. Et il veut avoir Sean Connery dedans. C'est-à-dire que Sean Connery, faut avoir 3 fois le CNC pour le payer, quoi. Donc c'est pas possible. On passe de Etchebest à Striptease, exactement. Donc voilà, donc c'est complètement illusoire et c'est absolument pas étonnant évidemment que le CNC refuse de participer au projet. Mais le truc, c'est que du coup, ce qui est intéressant, ça va être sa réaction face au refus. S'il a pas le CNC, en théorie, il n'aura pas grand autre source de financement, même à moins de trouver un mécène complètement illuminé qui lui propose ça. Bon, mais il n'aura pas de source de financement. Donc par conséquent, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment il réagit à ça. Et on voit que, et c'est le côté un peu flippant du truc, il est dans un déni, mais presque j'allais dire maladif, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans le côté, bon bah c'est pas grave, on n'a pas le CNC, on lance la prod. Alors qu'ils ont pas de sous, en fait. Tu peux pas lancer une production, c'est-à-dire monopoliser des gens, leur prendre du temps sans avoir de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, comment tu les payes, en fait, ces gens-là? Déjà, ça n'existe pas. Donc là, on se rend compte que le personnage devient vraiment un personnage de dessin animé, en fait. Ça peut pas. Là, il est dans un truc où plus personne ne peut lui dire oui, ok. C'est-à-dire que même, on voyait le mec avec qui il travaille là, qui était ok pour appeler Sean Connery, hein, quand même. Je vous rappelle au début de ce documentaire. Là, il est obligé de lui dire, mais là, on n'est pas là, en fait. Tu vois, genre, et là, du coup, c'est pour ça que je dis que c'est le moment où tout le monde, du fait de cet échec-là du CNC, se rend compte que le projet se fera pas et tout le monde est obligé de le ramener au réel, en fait. Donc tout le reste du truc, ça va être le processus de comment on ramène un mec qui est parti tellement loin dans son délire de je peux mener à bien mon projet, comment est-ce que tu le ramènes sur le plancher en disant voilà, c'est ça le monde, quoi. Karim, je pense que les caméras renforcent le déni. Oui, parce que peut-être il a pas envie de perdre la face publiquement face à la caméra. Mais tu sais, je me dis quand même que ça se fait en 2004, j'imagine. Là, c'est le début des années 2000, c'est avant 2005 ou peut-être début 2005, je sais pas, mais c'est dans ces eaux-là. Et striptease, ça existe depuis longtemps. En fait, à quel degré est-ce qu'il est conscient encore une fois de ce qu'est striptease, du fait que c'est pas forcément quelque chose qui va donner une image de toi brillante et tout. Et à quel degré il joue de ça? Je ne comprends pas en fait son degré de cynisme à lui, parce qu'on peut longtemps discuter du procédé de mise en scène, etc., qui est très discutable. Je voyais Jean Végéta réagir sur le chat en disant qu'il trouvait ça voyeuriste. C'est une critique qui a beaucoup été faite à Striptease. Moi, je trouve que cet épisode, ça va. À part peut-être certaines scènes, je vois que c'est la scène du repas, et effectivement, c'est cette scène-là et une autre scène plus tard, une autre scène avec sa famille, où on est un petit peu effectivement dans ce truc voyeuriste. Je trouve qu'il y a d'autres épisodes de Striptease qui vont céder justement à cette dimension très voyeuriste, etc. Mais en même temps, je reconnais quand même l'intérêt de l'existence d'un produit tel que ce truc-là. Et tu me dis, il n'y a pas d'intérêt sociologique à ça. Je suis pas complètement d'accord, tu vois, quand même, malgré tout. Je comprends les reproches que tu fais, je comprends les limites que tu poses au format, qui sont inhérents à ce format-là. C'est-à-dire que si cet épisode-là te paraît voyeuriste, parce que cet épisode-là, à l'aune de ce qu'est Striptease, tous les autres épisodes vont te sembler moralement répugnants. Donc, pour le coup, je te déconseille de mater, si tu comprends pas l'intérêt sociologique et que t'es bloqué, si tu veux, par ce côté un petit peu, je rentre dans l'intimité des gens, tous les autres épisodes de Striptease sont, pas tous, sont quasiment tous pires. Et même à ce degré-là, tu vois, un truc comme le désarroi esthétique, donc qui est un épisode de Pierre Carl qui a la particularité de s'intéresser à un riche. Le désarroi esthétique, c'est un épisode donc de Striptease qui s'intéresse à un mec qui est vraiment hyper riche. C'est un ultra riche qui est filmé par les caméras de Striptease, ce qui est très rare. La plupart du temps, ça va s'intéresser à des gens qui sont plutôt dans l'autre spectre, pas du tout dans cette classe sociale-là. Donc du coup, il y a plus, tu peux face au désarroi esthétique, tu peux beaucoup plus te moquer de façon un peu plus, un peu plus enfin tu vois, c'est moins grave de se moquer du mec du désordre esthétique parce qu'il est pété de thunes et qu'en fait sa vie elle va très très bien. Genre en vrai il peut jeter de l'argent sur ses problèmes et en fait le seul truc du désordre esthétique c'est ce mec là qui est pété de thunes, il se la pète de ouf. Donc tu le vois dans sa piscine en fait se la raconter de ouf et tout. Mais du coup là je pense que étant donné que c'est Pierre Carl qui a quand même donc Pierre Carl, pour ceux qui connaissent pas, c'est un documentariste français qui est très connu pour être un documentariste un peu militant en fait de gauche du coup, qui va filmer et qui est très fan de sociologie. Il a filmé Bourdieu par exemple dans un documentaire fameux qui s'appelle La sociologie est un sport de combat. Donc il y a une dimension sociologique qui est quand même collée en fait, accolée au personnage de Pierre Carl.
et qui traverse tout son cinéma. Et par conséquent, quand tu vois le désarroi esthétique être tourné, ou quand tu vois le résultat du désarroi esthétique, tu es obligé d'admettre une dimension sociologique à ce truc-là. Parce que ce qui te donne à voir, en fait, la démarche de Pierre Carl dans le désarroi esthétique, c'est te dire, mais en fait, les riches, ils vivent en vase clos. T'as pas l'habitude de voir comment ils vivent vraiment. Et donc, du coup, moi, je vais te montrer comment ils vivent vraiment. Mais, ceci étant dit, le procédé est le même. C'est-à-dire que Pierre Carl, en plus, c'est un réalisateur militant, et il y a une forme de montage qui te montre le personnage sous un jour, et qui en plus pour le coup est vraiment très négatif. Enfin, c'est évident que Pierre Carl, quand il fait ça, c'est pour se moquer de cette classe sociale là, ce qui est beaucoup plus acceptable parce que c'est des gens qui sont vraiment pas du tout en souffrance, parce qu'ils vivent extrêmement bien en fait, et tu vois le mec profiter des bonheurs de la vie, tu sens qu'il a aucun problème ni de sérotonine ni de dopamine, ce gars, mais en fait la démarche est à peu près la même. Par conséquent, est-ce que tu peux, c'est une vraie question, est-ce que tu peux te poser la question de pourquoi est-ce que ça ce serait pas selon toi sociologique, et les films de Pierre Carl le seraient, parce qu'il y a un côté cinéma vérité aussi qui existe dans le cinéma de Pierre Carl, mais qui est tout aussi déformé. En plus, Pierre Carl va même modifier le réel dans ses documentaires, c'est-à-dire qu'il fait, je sais plus lequel, où il repeint le scooter de Pujadas en doré là. Ce truc-là, c'est un documentariste qui influe sur le réel et qui filme l'influence qu'il a sur le réel. Tu peux pas faire plus manipulé en fait que ça. Mais pourtant, il te paraîtrait, je pense, absurde, si tu connais un peu son cinéma à Pierre Carl, de dire que Pierre Carl ne fait pas un cinéma sociologique. Parce que si Pierre Carl fait pas un cinéma sociologique, t'arrives à une limite de dire, mais ça, du coup, ça peut pas vraiment exister un cinéma sociologique. Tu vois, un cinéma documentaire sociologique. Parce que, donc c'est un peu particulier. Là, du coup, on va dire que cette dimension un peu, donc du coup, sociologique du documentaire va être dépendant de la classe sociale des personnes que tu filmes. Est-ce que c'est juste comme remarque à faire? Est-ce que ça a du sens? Moi, je sais pas. Moi, je pense que ça a une valeur sociologique, en fait, striptease, globalement. Même les moments les plus abusés, les plus cringe et les plus cyniques, et parfois, il y a des trucs sordides. En fait, je crois qu'à un moment, l'équipe historique de striptease va changer, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de faire striptease, et striptease, ça va être repris par une autre équipe. Et j'en ai vu très peu, en fait, de cette nouvelle équipe de striptease, et ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment sale. Moi, j'ai trouvé ça pas cool. C'était le truc où je crois il y avait un mec qui fait venir une meuf d'Europe de l'Est pour l'épouser, mais un peu contre de l'argent. Il y avait un truc comme ça, quoi. Et ça a été un point de rupture pour moi. Je me suis dit, là, je suis en train de regarder un truc qui, en fait, me fait penser de façon malsaine à ce que j'aime pas dans la télé-réalité. Donc là, j'ai décroché, en fait, à ce moment-là, parce que c'était trop pour moi. Mais après, voilà, est-ce que c'est pas juste le fait que tu trouves ça cringe, en fait, qui fait que tu lui enlèves, parce que du coup si c'est juste ça, tu peux pas te permettre de lui enlever cette dimension sociale au truc. C'est pas parce que t'es gêné, dérangé par un spectacle que tu peux te permettre de lui enlever cette dimension sociale. Oh oui, le malaise, vous vous souvenez de cet épisode, il était glauque de ouf, hein. Il était glauque de ouf, mais c'est voilà, donc il y a des, enfin, super triste cet épisode. Ouais, ça c'est badant. Mais en fait, il y a une différence. C'est pas parce que c'est badant et que ça te met mal à l'aise qu'ils sont pas encore. Parce qu'en plus, bon, le réel qu'il te montre est déformé. Tu vois, ça c'est une certitude et c'est absolument évident pour quiconque a la moindre notion de ce qu'est le montage que la vision du réel qu'il t'offre est complètement déformée. Mais ça dit quand même des choses vraies. Et il y a nombre de ces personnages à plein de moments qui sont dans, certes, une représentation parce qu'il y a une caméra, mais qui existent quand même, donc qui méritent d'être montrés. Et du coup, après, tu vas atteindre une limite aussi du procédé de filmage, de tous les procédés de filmage. Tu vas atteindre les limites du réel de la caméra. C'est-à-dire que si la chose n'est pas faite à l'insu des personnes qui sont filmées, le réel est impossible. C'est ça, en fait, le propos. Mais du coup, il faut peut-être admettre que le réel, il a des degrés aussi. Je sais pas, tu vois. Après, j'en sais rien. J'ai pas réfléchi spécialement à ça non plus. Il faudrait peut-être y penser plus et écrire en fait des trucs sur le sujet. Mais je sais pas. Je pense pas que ce soit. Pour moi, c'est pas de la télé poubelle, striptease. Vous voyez, c'est pas de la télé poubelle comme on peut considérer, je sais pas, les ch'tis dans mes couilles, je sais pas quoi, ce genre de truc. C'est pas de la télé poubelle parce que il y a 3500 viewers, c'est du jamais vu ici. C'est devenu trop mainstream. Écoute. Non, j'ai déjà fait 3500 viewers, tu déconnes. J'ai fait 5000 viewers quand je fais des trucs AB Productions, c'est mes records, on est à 5000. Mais voilà, donc c'est vraiment compliqué, ça intègre aussi ce que tu comprends des formats documentaires aussi, de la même manière, parce que du coup, je sais pas. En fait, franchement, c'est vraiment des problèmes pour le côté. C'est des trucs compliqués, quoi. Il me faudrait beaucoup plus de temps pour réfléchir et produire un discours argumenté et sensé sur le sujet. Je sais que c'est très intéressant, en tout cas, mais je ne pourrais pas me permettre de dire que striptease, c'est de la télé poubelle. Et pourtant, ce reproche leur a été fait. Hein. À de nombreuses reprises, ça leur a été fait. Mais ça a une valeur
Je pense que ça a vraiment valeur sociologique. C'est-à-dire que je suis content d'avoir ce documentaire-là, au-delà du côté blague, et oui, ça fait rire, mais au-delà de ce côté débile, un peu le mec se la pète, je suis content d'avoir ça parce que ça donne une idée de comment quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout se représente un univers qui est la fabrication des films, qui est un univers que je connais. Moi, ça m'intéresse en fait ça. Et j'imagine que selon la thématique du striptease, si t'es, je sais pas, si tu es un pinson, comment s'appelle le couple qui s'intéresse beaucoup à la vie des riches. J'ai oublié j'ai oublié leur blase, je sais pas, mais c'est de ce couple qui s'intéresse beaucoup à la vie des riches, qui a écrit Pinson Charlot, c'est ça. Les Pinsons Charlot, je pense que le désarroi esthétique, c'est un fantastique outil sociologique en fait. Quand bien même il y a le biais de Pierre Carl qui te filme quelque chose et qui fait du montage derrière, tu vois. Mais en fait, il faut juste savoir faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce que tu regardes et il faudrait qu'il y ait des disclaimers. Mais je pense qu'on le sait en fait. Il faudrait qu'il y ait un disclaimer pour dire que en fait, striptease, c'est pas le réel. Le réel, il est captable avec une caméra que si la caméra est cachée en fait. C'est tout. Dès lors que les gens sont conscients qu'il y a une caméra, c'est mort. Tu peux pas faire quelque chose qui montre le vrai. C'est pas possible. Donc, à part faire un système qui pour le coup serait vraiment moralement obscène, où tu filmes les gens à l'insu de leur plein gré et tu le montres à voir, ça n'existe pas. S'il y a une caméra, il y a forcément un biais qui est intégré par un sujet qui est la caméra et qui représente le viewer. Donc, tu peux pas être objectif. C'est une illusion. Mais il faut dire que c'est une illusion et il faut que les gens regardent ce type de programme en ayant conscience que c'est une illusion. Le côté un peu débile et antisociologique de la télé-réalité que je considère comme la télé-poubelle, qui sont les ch'tis, les trucs comme ça, vous voyez ce type d'émission-là, que je connais pas bien, mais j'en ai vu quelques épisodes. Et en fait, là, il y a quelque chose que je trouve qui est malsain dans le fond, parce qu'en fait, ce que tu vois, les personnes que tu vois sont trop... J'ai l'impression qu'il y a un plafond, en fait, de conscience de toi-même. Ce que tu vois quand tu regardes genre les ch'tis, t'es pas en train de regarder des gens qui vivent une vie. T'es en train de regarder tout un setup avec une maison qui est éclairée, etc. C'est-à-dire qu'ils ont créé un simulacre de réel que je pense Baudrillard serait passionné à l'idée d'analyser, tu vois. Mais genre ils ont construit un espèce de simulacre de réel qui fait que en fait ce que t'es en train d'assister, c'est pas des gens pour de vrai qui sont en train de vivre des trucs. Les gens sont en train de jouer des personnages de télé-réalité. C'est-à-dire c'est devenu presque une classe sociale, quoi. Mec de télé-réalité. Et du coup tout change en fait. Tu es en train de regarder des personnages qui sont des personnages de télé-réalité, qui sont tous conscients qui sont des personnages de télé-réalité, dans un setup qui est construit de façon complètement artificielle par des gens qui essayent d'exciter en fait de façon assez limpide et évidente les bas instincts des spectateurs, c'est-à-dire que pour brasser le maximum de spectateurs, ils vont taper dans notre rapport au sexe, à la violence, etc. parce que c'est les trucs les plus évidents et que tout le monde a ça en fait. Ils vont taper dans le cerveau reptilien sous la ligne de flottaison, comme disait le poète. Et donc du coup la démarche, moi je la trouve vraiment crade dans ce genre de délire là, parce qu'il y a une espèce de... Après ça a une valeur sociologique si tu le regardes aussi un petit peu décalé, si tu dis bah voilà c'est typiquement un truc des années 2000 et des années 2010, bon et bah du coup voilà qu'est-ce que ça veut dire sur notre société, mais il faut le comprendre comme ça. Mais par contre si tu regardes ça comme un vrai divertissement et que tu as l'impression que les interactions entre les personnages sont vraies, là t'es complètement perdu, alors que là tu vois le grand-père est conscient qu'il y a une caméra de télé-réalité, il va un petit peu adapter son jeu, mais il dit des trucs qu'il pense vraiment à son gosse, à son petit-fils pardon. Là, il y a des trucs, c'est vrai en fait ce qu'ils disent. Là, c'est la télé-réalité comme elle a évolué depuis Love Story et le début des années 2000, c'est le royaume de la simulation. C'est une réalité virtuelle qui est construite à la barbe de tous, quoi. C'est-à-dire tout le monde est conscient de ça, et c'est pour ça que je trouve que ce sont des spectacles qui sont malsains. Il y a une barrière de conscience qui a été franchie avec la télé-réalité que je trouve obscène. Striptease n'est pas dans la même catégorie, mais même en vrai, même Cops, qui a plein de limites morales. Cops, vous pouvez vraiment critiquer ça moralement, vraiment. Mais même Cops, c'est quand même pas la même chose que la télé-réalité moderne. Même Cops, je peux lui trouver un intérêt, je peux considérer ça comme un spectacle intéressant. Mais il y a plein de problèmes dans Cops, moraux, qu'il faudrait discuter dans un épisode à part. Et Cops, c'est l'émission où tu suis des keufs aux États-Unis qui arrêtent des criminels. Et donc c'est très controversé aussi, très polémique. On a beaucoup parlé de la dimension morale de Cops dans l'histoire des États-Unis, quoi. Mais même ça, je trouve que ok, je comprends ce que ça peut venir ça peut donner quelque chose d'intéressant à comprendre, mais que pas du tout dans les ch'tis. Et Striptease, si tu prends disons le panel de tout ce qui existe et de tout ce qui a existé en termes de télé-réalité, de tous les programmes auxquels on peut attacher l'étiquette télé-réalité, c'est le très très haut du panier. C'est vraiment le top du top. En vrai, c'est la meilleure, à ma connaissance, c'est la meilleure émission de télé-réalité qui existe. C'est celle qui est en vrai la moins malsaine, même si je comprends que ça peut choquer. Parce qu'il y a le côté intime, tu vois, t'as l'impression parfois de rentrer dans la vie des gens et t'as pas, tu vois... Et le montage, parfois, te montre que le monteur, parfois, se moque, de façon assez concrète et littérale. Ces cuts, ils sont pas faits au hasard, et il y a des moqueries, en fait, qui sont faites. Bon.
Mais donc voilà, donc ça peut être discuté, ça peut être. Moi, j'ai pas de toute façon, je suis pas le roi de la morale. Enfin, je veux pas vous dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien. C'est à vous de vous faire votre opinion. Mais quand même, tu vois, même si tu trouves ça malsain, t'es obligé d'admettre que ça l'est moins que. Enfin, t'es obligé, tu fais ce que tu veux. Mais moi, en tout cas, je pense que c'est assez évident que c'est moins malsain que ce que la télé-réalité a donné par la suite, quoi. Ça reste un peu trash TV, mais c'est moins sale, quoi, je trouve, quand même. Voilà. Donc, et après, il y a des trucs un peu télé-réalité. Vous voyez, après, ça dépend ce qu'on entend par télé-réalité. Moi, je regarde des trucs quand c'est des épreuves. Genre Top Chef, j'aime beaucoup Top Chef. Je sais pas si c'est considéré comme de la télé-réalité, Top Chef. Je crois pas. Non, parce que c'est vraiment des trucs d'épreuve. Non, c'est pas considéré comme de la télé-réalité. Parce que t'assistes pas à la vie des gens. Mais la version américaine de Top Chef, t'as un petit peu des moments un petit peu en mode ils sont dans un truc et tout. J'adore Top Chef, par exemple. Je trouve ça. Je trouve que c'est. Si, vous dites si. Vous dites télécrochet. En fait, c'est ça. C'est parce que des trucs comme Star Academy, ça va être à mi-chemin entre le télécrochet et la télé-réalité. Top Chef, ça se met où? Tu vois, ça, je sais pas trop. Mais moi, j'aime beaucoup Top Chef, par exemple. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Quand on met les pieds dans striptease, même si c'est un épisode light, ça marque quand même, bien sûr. Ah oui, c'est marquant. C'est marquant. Mais après, il y a des documentaires qui reprennent ce type de procédé-là. Cauchemar en cuisine. Ah, Icos, oui. Oui, Cauchemar en cuisine, ça peut se discuter beaucoup plus. Cauchemar en cuisine, donc Icos, tu me dis, parce qu'ils mettent les caméras et disent on les met, on sait pas s'il va venir ou pas, on prépare au cas où. Ouais. T'as raison. En fait, Cauchemar en cuisine peut être un hybride, considéré comme un hybride entre Top Chef et de la vraie pure télé-réalité. Cauchemar en cuisine, en plus, il y a le côté vous êtes dans la Hesse, on va vous aider. Donc là, t'assistes à des gens qui sont prêts à montrer, à s'ouvrir. C'est un peu compliqué. Cauchemar en cuisine, ça peut se discuter. Sur le côté un peu malsain chelou. Il y a des trucs un peu malsain chelou. J'adore Philippe Etchebest. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que j'aime bien Top Chef en fait. Mais c'est vrai que Cauchemar en cuisine, la version anglaise, elle est dégueulasse par exemple. Moi j'ai vu des trucs de la version anglaise où t'as envie de lui dire gros calme-toi. Tu vois, genre calme-toi, t'es une frite. Tu vois, calme-toi. Le mec, genre arrête de parler mal aux gens, tu leur manques de respect de ouf, calme ta race, tu vois, genre assieds-toi. T'es même pas si fort que ça, tu vois, Gordon, en termes de bouffe. Tu vois, genre, je t'ai vu faire des trucs, c'est l'archouma, tu vois, c'est des trucs, je les sers pas à mon chien, tu vois. Donc calme-toi, Gordon. Je trouve que c'est beaucoup plus malsain la version anglaise que la version française. Ou au moins Philippe Etchebest, déjà il sait bien faire à bouffer. Et puis quand il gueule Philippe Etchebest, il y a un peu par exemple les trucs d'hygiène dans les restaurants, c'est compliqué. Parce que là, ça met en danger des gens. Tu peux gueuler un restaurateur parce qu'il y a un rat crevé dans sa cuisine. En fait, c'est pas un truc qui me choque. Parce que là, c'est pas bien. Genre, c'est pas bien. C'est pas bien. On ne fait pas ça, tu vois. Mais par contre, Gordon Ramsay, il est en mode bully, quoi. Il est en mode je mets des coups de pression à des gens qui travaillent, quoi. Donc lui, je trouve c'est un tocard, en fait, pour être tout à fait honnête. Je trouve Gordon Ramsay, c'est un bouffon. Et je pense que je suis même sûr que globalement, sa bouffe, elle est pas si ouf que ça. J'en suis un peu persuadé. Je l'aime pas, je le trouve schlag de ouf, Gordon Ramsay. Je trouve il met les gens mal, quoi. Il met des gens, ça se fait pas, quoi. Et genre, et en plus, quand tu connais la violence des cuisines, parce que moi j'ai des potes qui ont bossé en restauration et tout, tu connais la violence des chefs dans les cuisines et tu reconnais ce genre de comportement de trou du cul où les mecs ils ont l'impression d'avoir inventé l'eau, tu vois. Alors que juste, vas-y, calme-toi, tu fais des fish and chips, tu vois. Rassieds-toi, t'as compris comment marcher les friteuses. Lui, je le trouve malsain. Cauchemar en cuisine, UK, US, je trouve que c'est des émissions malsaines. C'est des émissions dégueulasses que je pourrais comparer au délire les ch'tis à Bollywood et toutes les conneries comme ça, quoi. Mais ouais, non, Etchebest, c'est un peu différent encore. Il a un ton qui est plus modéré. En fait, le truc que je trouve un peu naze dans Etchebest, c'est quand il commence à faire en mode Pascal le grand frère. En mode, vas-y, tape dans le sac, tu vois. Et parce que c'est toujours, je trouve, c'est des métaphores claquées. Alors, je sais pas s'il y a des psychiatres ou des psychologues qui valident l'utilité de tel truc, mais je trouve que c'est des trucs de métaphores de merde, en fait. Le sac, c'est la limite de ta vie. C'est les choses qui t'empêchent d'avancer. Tape dedans. Oui, tu sais, c'est nul. C'est genre, vous ne travaillez pas assez en binôme. Donc là, il va t'assurer pendant que tu fais de l'escalade. C'est des métaphores que je trouve vraiment rincées de ouf. Et je sais pas si ça marche. Si ça marche, peut-être ça a du sens. Mais je trouve que c'est des métaphores toutes pétées, en fait. Ça, j'aime pas trop. Mais sinon, après, c'est vrai que parfois, il gueule et tu fais, oui, là, Philippe Etchebest, là, il a raison de gueuler. Parce qu'il y a vraiment un animal mort, tu vois, pas loin de là où on fait à manger. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent être malades, voire pire. Il y a des intoxications alimentaires graves qui peuvent se faire sur des gens qui sont juste venus se nourrir. Et genre, là, c'est dangereux. Quand t'es dans des dangers sanitaires, en fait, tu peux dire au mec, ne fais pas ça. Genre, et tu peux lui gueuler dessus. Genre, il faut faire réagir les gens. C'est pas normal de servir un truc avec de la merde juste à côté, quoi. C'est pas normal, quoi. Donc ça se discute, Cauchemar en cuisine.
La version US, elle pue la merde. Et Top Chef, par contre, c'est cool. Là, j'ai regardé la dernière saison et tout. C'est cool. Là, pour le coup, c'est vraiment des gens qui savent bien faire leur métier et tout, et qui sont performants et qui essayent vraiment de repousser des trucs. En termes de bouffe, pour le coup, c'est pas des incapables, c'est pas du tout des incompétents. Et je trouve que la dernière saison, par exemple, et j'ai pas vu l'avant-dernière, la dernière saison de Top Chef, elle est plutôt bienveillante. Je trouve les uns entre les autres, leur dynamique, en fait, entre les gens qui font les épreuves et même les juges, en fait, et globalement tous les chefs et tout, je trouve qu'ils montent une image un petit peu cool de voilà, on bosse ensemble, on essaie de faire le mieux. Quand quelqu'un rate un truc, ils sont pas à l'insulter ou à le déconsidérer et tout. Tu vois, il y a un peu de bienveillance dans les dernières saisons de Top Chef. C'était moins vrai au départ, mais là, ça marche mieux. 380 pins pour me dire moteur. Oui, ça va, Jean-Pierre Mocky. Je relance. Ou non, c'est pas. Tu veux pas dire relance. Tu parles juste de l'épisode avec Mocky. Tu devrais check un épisode de Hell's Kitchen. C'est Gordon Ramsay en mode. Mais Hell's Kitchen, c'est Cauchemar en cuisine, c'est ça, là? Non, c'est Kitchen Nightmare, je suis ouf. Hell's Kitchen, je connais pas. C'est Gordon Ramsay en mode Michael Bay, Bad Boys 2. Ouais, mais je l'aime pas. Hein. Moi, j'aime pas Gordon Ramsay. Hein. Pour moi, c'est pas un bon chef. Il travaille mal, en fait. Je trouve que... Merci beaucoup, Bruce. J'espère que tu vas bien. Je t'embrasse très fort. Tu viens de faire un raid. Faudrait que je me sub à ta chaîne. Enfin, que je te follow, Bruce, pour pouvoir te faire des raids en retour. Parce que c'est pas le premier que tu me fais. Je t'embrasse très fort. J'espère que tu vas bien. Mais alors, du coup, relance pitié. Ok, bah ça va, pardon. Ok, je relance. Donc, vous embattez les couilles de mon opinion sur Gordon Ramsay. C'est pas grave. Relance. Ok. On est à 37 minutes 46. Je vais vous faire un top. 3, 2, 1, top. Cette scène, elle est hardcore. Là, des voix d'Afrique, il faut derrière. Derrière, il faut des voix d'Afrique. Ouais. Souvenir. Ouais, un souvenir. Ouais. Ouais. C'est suivant. Oui, il a dit ça. Il a dit il faut des voix d'Afrique. C'est quoi les tubes là? C'est un doudouk, c'est un instrument arménien traditionnel. Il faut plutôt d'Afrique. Hein. Dans Gladiator, il utilise cet instrument. Tu utilises ça? Oui. C'est joué par Gasparian, un maître du doudouk. Gasparian est arménien. Et c'est l'instrument. Tu utilises ça? Oui. Oui, c'est un rythme d'Afrique, ça, non? Non, c'est arménien. C'est comme un hautbois. À un moment dans Gladiator, il y a un rythme d'Afrique. Et je crois qu'ils ont mis ça dessus. Alors, c'est joué par Gasparian, c'est le virtuose du doudouk arménien. D'accord. C'est un instrument qui exprime la souffrance du peuple arménien. Et c'est rares sont les maîtres de cet instrument. Pourquoi il souffle C'est la taille d'un Non, mais le hautbois. peuple arménien, il souffre? Le peuple arménien? Il a souffert. Il a une histoire où il a souffert. beaucoup souffert, oui, je pense. À cause de quoi? Les Turcs. Du génocide. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est le même thème qu'au début, mais traité en positif. Vous avez passé la première étape. Allez! Donc nous sommes admis en deuxième semaine. En deuxième semaine, vous êtes admis. Je vais vous envoyer un scénario. Allez. Maintenant. Je laisse la c'est séquence, le moment de on ça. s'arrêtera après. Qui est enceinte. Oh, moi je vais pas aller le voir. Tu vas Hein. perdre ton enfant. C'est horrible. C'est horrible. Intensément, au niveau de l'émotion, c'est intense. Très, très intense. Ah oui. Parce que lorsque des fois je relis le scénario, j'ai des frissons en me disant tiens, c'est moi qui ai écrit ça. Mais où est-ce que j'ai été chercher ça? Où est-ce que j'étais chercher ça? Ouais. Je crois que je me suis introspecté à un moment, et j'étais plus moi
tel que je suis aujourd'hui, tel que je suis Ludovic Gandolfo, mais j'étais totalement à l'intérieur du film et j'essaie de dégager pour que ça soit... C'est l'extase. Par rapport au scène qui est intérieure. De toute façon, vous verrez bien la prochaine fois, dès que... Moi, je veux bien français. Tout le scénario est écrit, le montage financier est prêt. Vous êtes en cours de réalisation? On est en cours de production. D'accord. En cours de production, il faut récupérer quand même 100 millions de francs. Donc c'est ce qu'on fait. Donc j'ai énormément d'accords, mais beaucoup de sociétés françaises disent si nous on doit investir là-dedans, c'est notre budget de 3 ans. Quoi. Donc on peut pas. C'est des coprods. Il faut qu'il y ait des coprods internationaux. D'accord. Sinon moi j'aurais voulu le faire seulement en France, mais il faudrait. Et les premiers tournages commencent quand? Si, on a prévu ça pour on va dire avril, mai, juin 2005. D'accord. De toute façon, moi je suis la première étape là, la première étape d'avoir quelque chose pour moi qui m'intéresse. Ensuite, c'est le réalisateur qui prend le relais derrière. Donc je sais pas si ça va être vous. Ça va être voir au fur et à mesure du temps qui va passer et de ce que vous allez faire par rapport à votre bidule là. Mais si ça passe, oui, il y aura un contrat tout de suite, il y aura une réserve dessus. Est-ce que vous pouvez juste 2 minutes me jouer la Goya? Comment ça? La Goya. Quoi de la Goya? Jeux interdits. Jeux interdits? Ouais. Alexandre Lagoya. Ouais. Tu veux le faire pour Très bon pianiste. Pause, on est à 42 minutes 42. Le sens du monde. Et ouais, alors donc là, ouais, c'est chaud. Là, il est complètement. Alors bon, je suis désolé pour tous les gens qui ont été choqués par ses propos sur le peuple arménien. Mais du coup, oui, non, je pense dans sa tête, c'est pas méchant. Il imagine qu'il a aucune connaissance d'un quelconque problème dans le monde, en fait. Mais c'est sa réaction au mot génocide qui est incroyable. Quand il entend le mot génocide, il fait ah oui. Ça, c'est incroyable. Mais donc, bon, le mec est complètement chez père, ça y a rien de nouveau à ça. Alors, attendez, parce que vous êtes en feu, en fait. Vous êtes en train de balancer plein de... C'est quoi le nom de l'épisode? C'est 600 grammes de hachis. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, oui, effectivement, il a une connaissance vraiment très superficielle de tout ce qui existe, je pense. Là... En fait, on est au début des années 2000. En fait, on est quelques années après la sortie de Gladiator et je pense, du coup, qu'effectivement, Gladiator est sa référence première pour la création de son film. Parce que ce côté révolte, ce côté hyper épique, plein de figurants, machin, etc. Et donc, visiblement, c'est Voix d'Afrique. c'est Voix d'Afrique. Il essaie de refaire en fait Gladiator. C'est un truc qu'on comprend. Ou Spartacus. Enfin, il essaie de faire la rébellion d'un esclave qui serait potentiellement un mineur. Donc, il faut voir Gladiator mélangé avec, je sais pas. Je sais rien. Je sais pas ce qu'il essaie de faire, mais il est ouf, quoi. Il est ouf et c'est assez amusant parce que là, je pense que ces compositeurs ce groupe de musiciens qu'il va avoir sont des gens relativement compétents. J'ai l'impression qu'ils savent à peu près de quoi ils parlent. C'est très très drôle. Le dialogue avec la meuf, je le trouve hyper drôle parce que du coup, en fait, il ne comprend pas du tout le second degré de la meuf qui, du coup, prend tout à la dérision. Mais il le faisait déjà avec son assistante qui lui faisait des espèces de moments un petit peu en se moquant de ce qu'il dit. Mais lui ne comprend pas et continue en fait à être dans cette espèce de truc. Et là, il y a quand même un roulement mythomane complètement hallucinant où il est en bas. Et ouais, non, mais c'est bon, ça va se produire. On n'a pas l'argent du tout. Personne n'est là pour mettre de l'argent, mais ça se tourne dans 6 mois. Tu vois, c'est à peu près ce qu'il est en train de dire au gars. Donc lui, il a complètement capté la douille. Je pense que les 3 personnes à qui il s'adresse ont complètement compris que ça n'allait pas se passer. Tu vois, il lui joue jeux interdits parce que ça a l'air de lui faire plaisir de se rhabiller là-dessus. C'est bonne ambiance, c'est sympa. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cette séquence-là, si ce n'est qu'effectivement là on arrive au pinacle de l'inconséquent. Enfin, il est complètement chez père à balle de ouf, quoi, notre ami Ludovic de Gandolfo, et il va continuer dans le déni. Et malgré, c'est fou. Alors je sais pas dans quel ordre en fait ça a été tourné, parce que peut-être que ça vient pas après ce qu'on vient de voir, peut-être que ça s'est passé avant, je sais pas. Mais quand même, il commence à y avoir, en fait, les gens commencent à s'additionner. Les gens qui lui disent non, mais ça ne marche pas, ça ne marchera pas, il faut faire autre chose, commencent à vraiment s'additionner de façon assez dramatique. Et c'est assez stupéfiant de voir qu'il continue dans le déni. Jusqu'où, et il est méprisant, bien sûr qu'il est méprisant en plus. Mais parce que, je pense, il est méprisant parce qu'il pense que les gens importants le sont.
et que du coup, comme il se projette dans la tête de quelqu'un d'important, il essaie d'être méprisant comme les gens qu'il imagine être importants. Je crois que c'est ça. Mais après, c'est évidemment que c'est pas une façon de parler à des gens, là, mais ça, c'est même pas le début. Enfin, c'est même pas la première fois qu'il le fait. Il y a déjà des propos qui tiennent, la façon dont il s'adresse là devant l'affiche de podium quand il parle à son assistante, où genre il chuchote. Il essaie tu vois qu'il essaie de se calmer, de se tempérer un petit peu pour dire des trucs qui sont pas sympas. Enfin, genre il est pas cool avec les gens souvent quand il leur parle, quoi. Et à la limite, tu te dis putain, heureusement qu'il a pas réussi en fait. Heureusement qu'il a pas réussi à devenir un producteur important dans l'histoire du cinéma, parce qu'il aurait été aussi odieux que les pires producteurs de l'histoire du cinéma, quoi. Donc, du coup, voilà, il y a ça. Il y a pas grand chose de plus à dire, sinon qu'à partir de là, oui, voilà, ça va être une compile de gens qui lui disent bon bah. Mec, il faut faire autre chose, quoi. Il faut que t'envisages une porte de sortie au truc. Et il y a c'est aussi un manque de respect, effectivement, d'arriver devant des musiciens et de ne rien connaître à ce que tu veux leur demander, de pas du tout s'être renseigné sur le type de son que ça pouvait avoir, avec une vague, très très vague idée de ce que peut être comment dire, une musique épique de film. Le fait qu'en plus il insiste, quand le mec lui dit non, c'est un doudouk, c'est pas africain en fait, c'est un instrument arménien, et il insiste, il dit mais non, c'est-à-dire que ça lui paraît même absurde de pouvoir se tromper sur quelque chose, sur un sujet dont il ne s'est jamais renseigné sur ce sujet-là, et ça lui paraît absurde de pouvoir avoir tort, quoi, ce qui est complètement fou, mais ce qui en dit beaucoup aussi sur ce qu'est ce personnage, en tout cas sur l'image qu'il essaie de donner de lui-même. Bon, donc du coup on va continuer, on va se remettre un petit play. Là on est bientôt à la fin, on est à 42 minutes sur 52, il nous reste 2 minutes de visualisation, et puis ça fait 3h30 qu'on stream, il est 13h30, donc c'est cool, je suis pas complètement à la bourre. Je vais vous faire play pour un petit peu la fin. On est en gros à 2 ou 3 pauses max, je pense que dans 2 pauses on aurait terminé. Donc je vais faire play, on est à 42 minutes 42, je le répète. C'est pas un hasard. Et on se dit 3, 2, 1, play. Vous dites le Dunning-Kruger, oui, il y a un peu de ça. Ah, Oui. ça va? D'où tu viens? Hein, de la location de la voiture? Ah bon? Et on n'a pas eu le CNC, hein? Ouais, je sais, Alexandre l'a dit. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, hein. Moi ça m'a fait chier hier, ça m'a désolé. Mais je passerai outre, hein. Oui, mais c'est comme j'ai dit, hein, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. non, Hein. oh là là. Non, mais tu décolles et tu te fais des idées, il faut te sortir ça de la tête. T'es vraiment à la base, toi. Le budget était beaucoup trop grand, il y a trop de personnages, c'est une histoire trop belle, trop grand, ou ça, donc ils aident plutôt les petits projets. Tu choisis toujours le mauvais. Mais non, c'est pas Ah oui, tu mets les bœufs devant la charrue, toi. Hein. Arrête. Ils m'ont mis dans le site des gens les plus importants de la Moselle. Ah, penses-tu? Sur internet, je te ramène l'article. Non, mais plus important la Moselle, là. Avec Robert Schumann et... Ouais, le Schumann, il entend qu'il est mort. Vraiment. Tu sais, je dis toujours, hein, tu vois, je suis quelqu'un qui a... Ne déconne pas. Les gens qui sont en arrière... Bon, je ne vois rien. Laisse le temps. T'es encore moins que rien. Qui? Toi. Mais non. Pour le moment, t'es moins que rien. C'est dur. Bon, il va falloir que tu te démerdes parce que la vie est longue et puis il va falloir que tu t'accroches. J'ai 24 ans, moi. Eh ben oui, mais 24 ans déjà, tu n'es pas stage. Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait, ça fait 5 ans, je travaille 15 heures par jour. Ouais, mais 5 ans perdus dans une vie, c'est beaucoup. Mais si j'ai terminé une formation de gestion marketing, il n'y a ressources rien. humaines. Il n'y a rien, t'as rien. J'ai terminé la formation ressources humaines, je t'ai pas dit? Il n'y a rien. J'ai fait ressources humaines, j'ai fait niveau bac plus 3. Mais il n'y a rien. Tu veux que je te montre? Non, mais il n'y a rien. Non, je ne dirai pas. Je crois que la seule chose à faire pour l'instant, c'est boire un pastis. Ça nous met les idées en place. Boire un pastis, surtout quand il est sur la table, tout près. C'est vrai, quand il est payé déjà. Ah ouais, tu vois le même, là-bas, tu verras au bistrot combien ça coûte. Hein? Ah, il est clair celui-là. Il y en a une autre au fait pour demain. Parce que là, il n'y en a plus là. Il faut en acheter une. Je vais l'acheter cet après-midi. Non, tu n'achètes rien parce que t'as pas de sous. Tu attends près de toi, mon vieux, pour boire un coup, il entend chez moi de soif, hein. Je m'épose, du coup, pour revenir juste sur cette séquence-là, qui est une des plus dures, je trouve, à regarder, avec encore une après avec le grand-père, parce que c'est une des plus dures à regarder, parce que là, il y a vraiment le côté ton grand-père qui te descend. Mais après, bon, il a essayé plein de fois de lui dire de façon plus propre, hein, aussi. C'est-à-dire que
Et il doit faire face en fait à l'incessant flot de paroles de son petit-fils qui arrête pas de lui dire que c'est un génie, que c'est un ouf, etc. Qui va trop réussir dans la vie, qu'il est trop fort, qui va racheter la propriété, machin et tout. Et du coup, le grand-père, comme il est, je pense, du fait d'expérience, parce que c'est un vieux monsieur, et du coup, je pense qu'il a connu des trucs pas faciles et que du coup, il a tout à fait conscience que au-delà du cinéma, que la vie c'est dur. Voilà, c'est un truc, ne l'oubliez jamais, la vie c'est dur, rester en vie c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps. Donc, et forcément, ça, c'est un peu genre, mais pour qui te prends-tu mon petit-fils? Comment est-ce que tu peux avoir une opinion de toi aussi complètement dingue? Voilà, moi c'est dur à regarder comme ça parce que là c'est vraiment le grand-père qui balance sur son petit-fils et tout. Donc il y a ce côté familial qui forcément rend un peu triste. Moi j'aurais été très triste que mon grand-père me parle comme ça, mais en même temps j'ai jamais parlé comme ça à mon grand-père. Je suis jamais allé voir mon grand-père en lui disant ouais vas-y je vais tout révolutionner et tout, je suis un génie, vous avez rien compris et tout, tu vois. Donc c'est compliqué, ils sont dans une relation compliquée. Est-ce que le grand-père a juste finalement envie de le remettre un petit peu à sa place en se disant ça peut l'aider aussi? Parce que c'est vrai que il s'est tellement enfermé en fait dans ce personnage, il est tellement dans le déni pendant toute la durée en tout cas de ce qu'on nous montre de lui quoi, de son processus. Bah, du coup il faut peut-être, et c'est parce que sinon c'est dangereux, parce que s'il continue à partir comme ça, s'il essaye vraiment de faire produire, enfin il va se retrouver à avoir des sérieux problèmes dans la vie quoi, dans le futur. Donc peut-être que c'est aussi un truc de défense, de dire mais gagne ta vie, essaie de faire un truc où tu gagnes ta vie et après on discute, on fait des trucs, mais juste là soit un peu plus dans la survie en fait. Ce qui est pas déconnant non plus comme démarche, c'est un peu faire du mal pour faire du bien. Et après on peut m'arguer oui mais il y a des manières plus douces de lui dire. C'est vrai, mais on l'a vu le faire aussi. En fait, on l'a vu lui dire la même chose mais de façon plus polie, plus posée, etc. Et ça n'a pas marché. Et pire encore, ça lui a donné encore plus envie de se mentir à lui-même. Donc c'est bon, c'est un peu voilà, ça a l'air d'être une relation compliquée. Voilà. Donc on continue. Je continue. Je suis à 45 minutes 21 et play dans 3, 2, 1, top. Mes partenaires russes aux États-Unis, au Venezuela, veulent me rencontrer, donc je suis allé obligé de les voir. Et j'ai un besoin de 35 000 €. Donc c'est le président de la commission que j'ai rencontré qui a tenu. Votre profil doit être examiné dans votre fonds régional. À l'heure actuelle, rien n'est vraiment déterminé. Hein, non, mais si le président a déjà validé son projet, mais officiellement, ça doit passer par une commission. Donc la commission fera que de valider le projet, mais dès que la commission a validé le projet, le contrat est signé. Ça, c'est dangereux, en fait. Et les fonds, une avance des fonds sont versés, on va dire, 48 heures après. Je ne sais pas si vous saisissez ce que... Si ça doit passer à une commission chez eux, c'est que c'est pas encore statué. Moi, je peux présenter effectivement le dossier à partir du moment où on a une certitude sur l'arrivée effectivement de cette opération-là. Est-ce que, à titre personnel, vous apporteriez votre caution donc à Liberty Production pour la mise en place d'un dossier tel que celui-ci? Il faut que je réfléchisse. C'est-à-dire votre engagement personnel, donc justement sur votre patrimoine, sur vos revenus futurs et autres dans ce domaine, sur une opération telle que celle-ci? Il faut que je réfléchisse. Je vais mettre pause juste là, mais c'est vrai que là, ça, par exemple, voilà, c'est pour éviter ce genre de truc, en fait. Je pense que son grand-père lui en fout un peu plein la gueule en lui disant ne fais pas ça, en fait, ne fais vraiment. Là, parce que là, il va s'endetter, là, il va détruire sa vie. Si le prêt, c'est extrêmement dangereux ce qu'il est en train de faire, quoi, parce qu'il est en train de mentir de façon absolument évidente pour qu'on lui prête des sommes massives, mais des sommes énormes d'argent qu'il pourra jamais rembourser de toute façon de son vivant. S'il pense que c'était ta deuxième pause, Karim, attention, t'as raison, faut que je fasse plus gaffe. Mais là, il est en train de s'endetter sur toute son existence, en fait. Là, c'est vraiment, il va avoir des problèmes avec la justice, il va avoir des problèmes de survie, en fait. Donc, du coup, effectivement, il est inconscient, quoi. Là, il est dans un truc dangereux. Il est dans un truc où il s'est tellement matrixé dans son délire qu'il est parti dans un truc dangereux. Qu'est-ce qui serait passé si ce mec-là lui avait dit, ouais, bah, j'accepte ton... Bon, ce qui n'était pas possible. Mais je veux dire, il est capable de prendre des risques. C'est-à-dire qu'on est à deux doigts de, au pire, je braque une banque, je rembourse. Tu vois, il est dans ce genre de bail. Donc, il faut faire gaffe quand même, parce que ça peut vriller vers un truc dangereux. Donc, à la limite, voilà, quelqu'un disait dans le chat, les 24 ans de relation avec son grand-père, c'est pas possible de le résumer en 10 minutes. Et c'est vrai, on va pas, de toute façon, c'est pas le but, on va pas se permettre de faire ça. Mais à la décharge de son grand-père, c'est quand même, là, il se dit, putain, peut-être le mec qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Le mec est inconscient, il est dans un monde de fiction. Bref, on est à 46 minutes 37, pardon, je fais play dans 3, 2, 1, top. Dès que tu peux plus honorer les traites de ton emprunt, la société, elle est en faillite. La société est en faillite. Et si quelqu'un te dit, je vous achète les droits de votre scénario? Jamais je le vendrai.
Ouais, mais ça fait de la rentrée, là. Ah non, c'est pas grave. Jamais je le vendrai, c'est clair. J'ai trop mis à l'intérieur, jamais je le vendrai. Alors là, c'est clair, je suis catégorique. Ah, sur ça, je suis catégorique. J'ai trop mis à l'intérieur. Parce que généralement, j'ai jamais rien à foutre. Je boucle la société ici, hein, je pars aux States. Là. Je pars aux États-Unis, hein. C'est clair. J'apprends l'anglais et je me pars aux États-Unis. Hein. Ce que je veux dire, c'est que tous ces gens qui te disent j'ai beaucoup d'intérêt pour le film, ma société, mon machin a beaucoup d'intérêt, faudrait que ça se traduise vraiment. Ah, mais ils ont porté l'intérêt. Donc déjà, le fait d'avoir de l'intérêt sur le projet, c'est le principal. Non, c'est pas le principal. Non, mais c'est important parce que sinon, il n'y a pas. Important psychologiquement, c'est important pour toi. Mais c'est pas ça qui fait avancer la machine, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, indépendamment des banques, des subventions, etc., quelqu'un qui plonge, quoi. Il faudrait qu'à chaque fois que les gens te disent oui, on est intéressé par le projet, tu leur dises de quelle manière. Parce que là, sinon, ça tourne en rond, quoi. Donc pause, on est à 48 minutes 16, donc du coup j'ai fait un peu plus que 3 pauses, vous l'avez noté, mais du coup effectivement là, ce personnage-là est probablement un des plus lucides. L'assistante aussi est très lucide, mais au début elle se fait un peu avoir, elle finit par prendre conscience vraiment du truc. Lui est le plus lucide et vous voyez que lui il est bienveillant, quoi. C'est-à-dire que là il lui dit les choses avec des mots très limpides, très clairs, sans avoir envie de le rabaisser ou de blesser son ego ou tout. Il lui dit vraiment juste la vérité de bah là, tu vois, parce qu'en plus le truc qu'il dit les producteurs ont de l'intérêt pour le projet. Moi je suis certain qu'en réalité il a été voir des boîtes et tout machin etc. Les mecs ils ont dû lui dire oui c'est sympa pour le faire partir en fait. Et donc il a dû se dire oui mais ça c'est témoigner un intérêt à mon projet donc ça veut dire que ça va se faire. Donc effectivement, il a tout à fait raison. Le fait qu'il refuse catégoriquement de vendre son scénario, c'est quelque chose qui, pour lui, en plus, je pense, a l'air d'être, une prise de position. Il y a un côté un petit peu genre honneur, quoi. Il y a un truc un petit peu de je défends mon honneur parce que je refuse de vendre mon scénario, alors qu'il n'y a rien de déshonorant à vendre un scénario. En fait, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement. Peut-être que si Tarantino avait pas vendu les scénars de Tueur-Né et comment ça s'appelle et de True Romance, il aurait pas commencé ça. Bon, il y avait Reservoir Dogs. Mauvais exemple, mais globalement, il n'y a rien de déshonorant à vendre un scénario, même si tu as vraiment envie de le faire, tu te dis bon bah peut-être ça va me faire un peu de sous pour démarrer un petit peu, je vais pouvoir faire quelque chose avec l'argent et produire des trucs un peu moins ambitieux, c'est possible aussi, c'est pas déconnant quoi ce qu'il lui propose, et lui prend ça presque comme un affront ou une insulte, donc déjà il est pas du tout calé sur sur ce que c'est que créer un truc quoi. Et pareil, ça participe aussi de sa vision un peu romantisée, enfin un peu complètement romantisée de ce qu'est la création artistique quoi, qui est que oui, bah, t'as écrit un scénario c'est un outil en fait. C'est même pas une œuvre d'art terminée en fait, c'est juste un outil pour créer un film. Donc du coup, effectivement, le vendre, ça paraît relativement pertinent. Quitte à réfléchir à est-ce que je peux discuter avec la prod, le réal en tant que scénariste pour essayer de bien communiquer ma vision. Et puis voilà, il faut laisser un petit peu vivre le truc. De toute façon, rassurez-vous, je pense qu'il l'aurait pas vendu, mais il y a ce truc-là. Comment est déterminé le prix d'un scénario? J'en ai aucune idée, mais je pense aux États-Unis c'est juste ils font des bidding wars, c'est les scénarios les plus populaires. T'as plusieurs boîtes qui vont se battre pour les acheter et qui vont faire monter les tarifs. Je pense que c'est ça. Et puis ça dépend. T'as des trucs, ça dépend. Il y a des gros scénarios qui ont été vendus pour pas cher et inversement. Il y a des trucs qui ont été vendus très cher et qui ont donné des films qui ont un peu bidé. Je pense à Boondock Saints par exemple. Si vous connaissez ce film des années 90, qui a été justement, ça a été le sujet d'une bidding war entre studios qui se sont arrachés le scénar à un prix assez ouf et qui au final a fait un bid parce que à cause de plein de problème. Il y a un documentaire, je crois, sur ce film-là qui est hyper intéressant aussi. Bref, donc je vais continuer un petit peu et on va voir. Donc là, on en est à la fin. Là. On a 48 minutes 16 sur 52, donc 48 minutes 16. Play dans 3, 2, 1. Comme Boondock Saints. En français, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est Boondock, c'est les saints de Boondock. Boondock, c'est un endroit en fait. C'est ça, quelqu'un vous l'écrit. Boondock Saints. Les Anges de Boston, Rufio. Bonjour Rufio déjà. Et c'est les Anges de Boston. Je pourrais contacter des producteurs américains et leur vendre ce projet. Je pourrais, mais je veux pas. Je veux que ce projet se développe en France. Je veux développer ce projet justement pour lui donner, pour lui permettre d'atteindre toute la potentialité qui décèle. Et c'est pour ça que je me bats et c'est pour ça que c'est long. Mais est-ce que toi, des fois, t'as douté de moi? Non.
T'as jamais douté? Non, maintenant je doute. Tu doutes? Oui, parce que à cause du financement. Ouais. Ça, c'était peut-être un des moments les plus tristes. Savoir-vivre, hein? T'es où? Tu pars comme ça en plein milieu de l'écoute. T'es allé où? Ah, tu fais pas 15 km pour aller pisser? T'as un chiotte là-bas? Non, je pisse loin, moi. Punaise. Tu comprends pas le français, là? C'est toi qui comprends pas le français. Tu s'y pelles. Alors t'as écouté, elle était bien, hein? De quoi? La musique. Mais j'ai rien écouté du tout, puis ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas quoi? Ta musique et ta gueule non plus. Tu es maintenant sur l'autoroute, prends la bretelle tout de suite. Non. Et te reconvertir. Non. C'est tout ce qu'il te reste à faire. Jamais. Jamais, ben t'es continué à te faire le con. Reconvertis-toi, au moins tu auras quelque chose à gagner. Jamais. Ouais. Jamais, j'irai jusqu'au bout. Eh ben va-t'en jusqu'au bout. gouffre. Tu iras jusqu'au gouffre. Voilà. Et voilà. Donc c'est terrible. C'était ça que je parlais. C'était ça la deuxième scène de la dernière scène vraiment triste, que je trouve vraiment triste. Parce que là, du coup, il l'insulte quand il lui dit j'en ai marre de ta gueule. Donc là, c'est un retour sur Terre extrêmement brutal, hein, quand même. Là, c'est vraiment. Je suis allé te chercher dans les étoiles et j'ai. Je t'ai envoyé dans le sable. Et puis, bah voilà. Mais en même temps, en fait, il part visiblement parce qu'il est extrêmement gêné par le fait que son petit-fils est en train de lui faire écouter. Ce que lui dit, je pense, lui a vendu comme c'est une musique composée pour le film. Moi, je doute beaucoup que les compositeurs qu'on a vus aient composé de la musique pour le film. On n'a pas d'informations sur ce qu'est cette musique. C'est possible qu'il ait fait composer un morceau. C'est un truc qui peut se payer, quoi. Ça peut ne pas être si cher que ça. Ou alors, peut-être, il reprend un morceau test. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il lui fait écouter. En fait, j'imagine que il a payé un petit peu quelques compositeurs. Ça me paraît un peu bizarre quand même, mais bon, voilà. Et le fait, en fait, utilise Shazam, tu trouveras le morceau. Tu crois? Non, je pense pas. Il est possible. Il a pu sortir un petit bif pour se dire, vas-y, fais-moi une maquette, en fait. Genre, si vous pouvez me faire une maquette pour pas cher, ça peut être un truc, voilà, ça a été composé peut-être rapidement et tout. Et ça lui a suffi, selon lui, pour montrer ça à son grand-père en mode, ouais, mais t'as vu, là, il y a un accomplissement qui est réel, qui est physique. C'est-à-dire que pendant tout le film, il lui promet, parce que le grand-père dit, si j'ai rien vu, ça n'existe pas. Il est dans ce délire-là, quoi. Il dit, mais si je vois pas le film, en fait ça n'existe pas, et donc il y a rien pour l'instant, il y a rien. Et donc lui dit, bah là, en fait pendant tout le truc, il essaie de lui montrer je sais pas, quelque chose d'un peu terminé, il y arrive pas, et tout ce qu'il a proposé, c'est cette musique là, en se disant, bon bah ça fera l'affaire pour qu'il me prenne un peu plus au sérieux. Évidemment, ça a l'effet inverse, puisque son grand-père est pas dupe sur le fait que ça ressemble toujours pas à un film, vu que c'est juste un morceau, quoi. Et donc du coup, bon, il veut s'échapper de ça pour aller faire autre chose. Il prétexte d'aller pisser, mais en vrai, évidemment, il va se cacher juste pour pas lui dire en fait ce qu'il pense, sauf que le mec va le chercher. Et là, du coup, ça manque pas, il lui envoie 2-3 fions dans la gueule. Bon, c'est un peu. Cette scène est vraiment dure, je trouve que ça se finit sur une note très triste, cet épisode. Mais globalement, il n'y a pas eu que ça. Et au final, on voit quand même que Ludovic Diandolfo a tendance à sourire un petit peu dans cette fin-là. Même quand le grand-père l'insulte, on voit qu'il a un petit sourire en se disant, putain, le con, il m'envoie plein la gueule. Bon, je sais pas. Alors, je sais ce qui est devenu du coup Ludovic Diandolfo, parce que vous me l'avez dit sur Discord il y a pas longtemps. Je sais plus quand, c'était hier ou ce matin, je sais plus, mais vous me l'avez dit sur Discord. Il est désormais adjoint au maire dans une ville. Encore une fois, j'ai oublié le nom de la ville, je suis absolument désolé. Il est adjoint au maire, donc il est devenu politicien. J'allais dire, c'est pas rassurant. Mais là, il est dans le... Du coup, voilà.
Là, il a trouvé sa voie, je pense. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis un sacré mythomane, quelle carrière il me reste? Le cinéma, le faux? Non, qu'est-ce qui est plus faux que le cinéma? Et donc, du coup, voilà, maintenant il est adjoint au maire. Donc, j'espère qu'il va bien, j'espère qu'il vit bien sa vie. Et que c'est la teuf pour lui. J'espère que Liberté donnera autre chose. Je vous le dis tout de suite, il est presque 14h, donc il va falloir que je parte, puisque j'ai des trucs à faire cet après-midi. Le truc, c'est que il a fait un droit de réponse. Ah, attendez, ça m'intéresse ce que vous me dites. Karim, il a fait un droit de réponse sur un forum avec le storyboard. Mais je crois que je l'ai vu. J'ai vu le storyboard. Il y a un storyboard animé de Liberté et peut-être, je ne suis pas encore sûr, mais peut-être qu'on le regardera ensemble. Pas aujourd'hui, parce que du coup là il faut que je parte, il faut que je me dépêche. Mais pas aujourd'hui, mais dans pas longtemps, je pense qu'on se fera un petit truc comme ça où on regardera ce qu'a donné et ce que voulait, quel est le projet dont on a entendu parler là pendant tout ce striptease en fait. Qu'est-ce que ça devait être Liberté à la base? Il y a un storyboard qui est en plus un storyboard animé, donc on peut regarder un petit peu son découpage, on peut même discuter et ça sera super, ce sera l'occasion de parler de mise en scène et tout, de comment il s'imagine un film épique et de est-ce que c'est en concordance avec la façon dont ils vendent des films. Peut-être que c'est un chef-d'œuvre. Peut-être qu'en fait, il y avait en creux comme ça un truc absolument incroyable. Peut-être qu'il y avait un immense chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma caché dans ce projet-là que personne ne verra jamais. Donc ça peut être intéressant. Déjà, petite reconstitution avec une IA. Non, peut-être pas. On va pas aller si loin que ça. On le regardera juste. Le lien du storyboard. Je l'ai pas tout de suite, mais c'est pas grave. Restez sur la chaîne Karim Debache, la meilleure des chaînes. Tenez-vous au courant sur ce que je fais. On se fera un truc. On en reparlera si vous voulez. Et je vais même peut-être lire son droit de réponse parce que c'est la moindre des choses. Parce que c'est quand même un truc qui est consacré à lui et tout. C'est quand même la moindre des choses de donner son point de vue. S'il a à s'exprimer sur l'image qui a été donnée de lui, je sais pas s'il l'a bien pris ou pas, tu vois, je sais pas du tout. Mais on va voir, on découvrira ensemble. Peut-être qu'il va dire, bah non, en fait, ils ont mytho. Ce qui est intéressant aussi, parce que moi, les mecs de striptease, c'est pas non plus mes potes. Je veux dire, je les connais pas. Donc, si jamais ils manipulent les images et qu'en plus, ils donnent une image fausse de ce qu'est Ludovic Diandolfo, parce que ça me permet de. Alors, je reviens en gros plan avec ma gueule dégueulasse. Mais du coup, ça me permet aussi de conclure ce stream. On va se dire qu'on a encore un petit quart d'heure. Allez, on a encore un petit quart d'heure ensemble et ensuite je vous quitte. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est il faut bien rappeler que ce procédé aussi, ça concerne des vrais gens qui ont une vraie existence et qui méritent le respect juste parce qu'ils sont en vie et que c'est comme ça et qu'on respecte les gens qui sont vivants et on respecte même les morts, on respecte tout le monde parce qu'on n'est pas des trous du cul et que du coup, il est tout à fait possible. Ce qu'on vient de voir, ça a duré 52 minutes. J'ai aucune idée du nombre d'heures de rush qui ont été tournées par l'équipe de Striptease sur ce moment-là. Peut-être que c'est juste la sélection des extraits où il est insupportable et où il se la pète et que tout le reste, en fait, c'est un réalisateur qui doute, etc. Si, en fait, vous voyez des trucs, 9 mois, ils ont tourné pendant 9 mois. Si jamais il y a... Vous voyez par exemple le documentaire qui a été fait sur Vigning Refn quand il construit Pusher 2, après le fait que son film post-Pusher ait été un échec et il a besoin du coup, et on voit qu'il carbure au médoc et tout, et ça donne une impression plutôt sympathique du mec qui est capable de mettre sa santé en jeu pour créer du cinéma. Je vous ai oublié le nom du docu, mais c'est sur les DVD de Pusher si vous avez l'occasion. D'ailleurs, Pusher est une excellente trilogie, c'est de loin ce qui a fait de mieux Vigning Refn. Mais du coup, je pense que peut-être qu'il y avait comme matière sur les 9 mois pendant lesquels ils ont tourné le truc, peut-être qu'il y a la matière pour faire ce qu'on vient de voir et peut-être qu'il y a la matière aussi pour faire un truc à la Vigning Refn qui donne une autre dimension du personnage. Il est possible que si on confie à un autre monteur tous les rushs, il vous fait un documentaire hyper bienveillant, gentil sur le personnage de Ludovic Diandolfo et qu'en sortant du documentaire, vous vous direz putain, le mec est vraiment un mec impliqué dans une création artistique. Certes, il est un peu goofy, il est un peu machin, mais il a envie, il est touchant dans sa démarche artistique et tout, c'est tout à fait possible. C'est aussi une façon pour moi, et c'est important de le dire quant à Striptease, parce que je dis beaucoup de bien de Striptease, même si j'aime pas tous les épisodes, hein. Mais je dis beaucoup de bien de Striptease, c'est une émission que j'aime bien, j'en ai vu plein des épisodes, je trouve qu'il y a une démarche intéressante dedans et tout, mais il y a quand même des trucs qui relèvent un petit peu de l'obscénité légère, quoi, disons, de l'obscénité douce, et je n'ai pas non plus confiance au monteur, et c'est bien de rappeler que quand ce sont des gens qui prennent des décisions de quelles images ils vous donnent à voir, et que la compilation de ces images et la façon dont elles s'entrechoquent entre elles va vous donner une opinion, va vous forger votre opinion sur les personnages qu'on vous montre, et du coup, il faut quand même prendre ça en ligne de compte. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous pouvez, à partir de cette expérience de visualisation qu'on a fait ensemble, en vous disant bah, le mec c'est un connard qui se la pète, peut-être pas du tout. Et peut-être que vous êtes complètement dans le faux, peut-être que ce mec-là, 90% du temps, il est absolument gentil et bienveillant envers tout le monde, et qu'il a quand même des problèmes au fond de lui qui fait qu'il pète des câbles un petit peu, il se la raconte. Peut-être que tout ce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui souffre de légères crises maniaques, voilà, et que du coup c'est une compile des crises maniaques qu'il a fait dans sa vie, et du coup forcément ça donne l'impression d'un mec qui se la raconte. Mais peut-être pas. Donc il faut toujours prendre la précaution, et c'est important
important. Moi, je trouve que Striptease, c'est une émission qui est cool à regarder et je vous recommande de vous intéresser à cette émission-là parce qu'elle est vraiment intéressante. Mais ce que je suis en train de dire est important à considérer. Il faut que vous l'ayez en tête quand vous voyez ces émissions. Vous n'êtes pas face à un vrai rapport aux gens réels. Vous n'êtes pas en train de voir des vrais gens qui évoluent devant vous. Ce n'est pas ce que ça donne à voir. Et ça peut être un peu trompeur aussi. Vous voyez la façon dont ça se construit Striptease. Ça peut vous donner cette impression-là. Et il y a même un peu de la promo autour de cette émission et même la façon dont on discute de l'émission. On a tendance à mettre ça un peu de côté, la forme, mais qui est très importante et qui va vous donner vraiment le là sur tout ce que vous allez penser en fait. Là, toutes les émotions que vous avez ressenties, les moments où vous l'avez trouvé cringe, pathétique, etc., ça a été consciemment pensé par une équipe de monteurs qui sont des monteurs professionnels et il y a de façon certaine des manipulations de l'hommage qui relèvent du faux. Ça, j'en ai noté une dans la première partie par exemple. Le fait qu'à un moment, la musique ne coupe pas alors que l'image cut, ça veut dire qu'une piste musicale a été rajoutée par-dessus, ou en tout cas que ça a été trimé, il y a une piste musicale qui a été trimée, et une image qui a été mise par-dessus. Ça, déjà, c'est quelque chose qui est de l'ordre du faux, parce que ça veut dire que c'était pas la même musique que vous étiez dans le réel. Donc il y a une vraie intervention intertextuelle de la part de l'équipe de montage, qui du coup est une forme de manipulation de l'image qui relève du faux. Donc prenez bien ça en compte, et étant donné qu'on a juste le résultat final à regarder, qu'on n'a pas le making-of et qu'on n'a pas accès au rush, il nous est impossible de conclure si l'image qui est donnée à voir de Ludovic Diandolfo est juste ou pas. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir, si vous voulez, l'opinion de Ludovic Diandolfo qui parle de ça, quoi. Ça, c'est intéressant. Donc, prenez bien ça en ligne de compte. Hein. Ce qu'on a vu, et c'est surtout, pensez pas que c'est une manière de se moquer, enfin, laissez tranquille ce mec-là. Hein. Allez pas, vous moquez pas de lui et tout. Hein. C'est pas le délire. Hein. On fait pas ça. Donc voilà. Donc c'est très intéressant. En tout cas, je trouve que c'est lesquels tes épisodes préférés de Striptease. C'est celui-ci et le désarroi esthétique. Moi, c'est les deux. Donc de Pierre Carl. C'est les deux trucs où vraiment qui m'amuse quoi, parce que c'est un peu parmi les plus légers en fait aussi. C'est parce que ça montre pas des gens où tu te dis putain ils sont au bord de vraiment ils sont vraiment, parce que lui en fait il a que 24 ans. Si vous voulez, moi à son âge je me disais aussi peut-être j'ai plein d'idées de films, de machin, je suis pas assez gueudin pour me dire je vais lancer un processus de production, je crée ma boîte de prod et tout, mais il est tout à fait probable qu'à peu près à cet âge-là, en plus il dit qu'il bosse depuis quelques années dessus, donc ça signifie, ça fait 6 ans il dit, donc il a 24 ans, il a commencé à 18 ans, donc vous voyez c'est vraiment c'est l'âge auquel tu peux te dire ouais j'ai ce projet là, ça va marcher et tout, c'est comment dire, c'est pas le père et son fils qui font la fusée est bien aussi. Karim, ouais, il y a quelques trucs. L'épisode sur les humoristes est assez... Mais celui sur les humoristes... Alors vous dites... Ah oui, non, tu dis c'est le plus dérangeant que j'ai vu, celui sur les humoristes. Ouais, il est un peu plus hardcore. Ah, j'aime beaucoup celui de Moki aussi. Putain, c'est vrai, j'oublie Moteur. J'oublie complètement l'épisode de Moki. Mais oui, complètement. Mais c'est-à-dire qu'en fait, voilà, celui-ci et tu le dis, Punky aussi, t'as raison. Celui-ci et le désarroi esthétique, je le trouve se complaisent moins dans ce délire de on va se plonger dans la misère humaine et dans la souffrance des gens, quoi. Il y a un peu moins ce côté-là. Parce que globalement, en fait, il peut rater ce projet-là. Il a 24 ans. Il démarre un petit peu sa vie professionnelle. Il va rester bloqué peut-être 1 an ou 2 max encore dessus. Il va avoir 26 piges. Il va pouvoir travailler. De toute façon, il va devoir survivre à un moment. Donc, il va pouvoir travailler dans d'autres trucs. Il y a plein de portes de sortie. Je veux dire, il a pas l'air assez barge pour avoir des vrais gros problèmes sur le long terme. Il y a plein de portes de sortie. En fait, même quand vous voyez ça, à part des relations un peu conflictuelles avec les membres de ta famille, mais j'allais dire, ça c'est un peu le cas d'à peu près tout le monde, quoi. Donc, à part ça, en fait, il a encore plein de portes de sortie pour s'en sortir dans la vie et avoir une vie heureuse et épanouie, c'est tout à fait possible. Le désarroi esthétique, on s'en fout parce que le mec est milliardaire, enfin, il est pas milliardaire, mais il est millionnaire, donc il peut se payer à peu près tout ce qu'il veut pour que ça aille mieux. Et de toute façon, son quotidien, c'est rester dans des piscines à lire des livres, tu vois, on s'en fout. Et par contre, quand je ressens, en fait, à la fin d'un épisode de Striptease, quand je me dis putain, c'est une impasse en fait existentielle pour la personne que je suis en train de regarder, c'est sûr que ça va mal tourner. Là, ça me fait vraiment mal au cœur. Et du coup, c'est les épisodes que j'aime le moins. Mais donc celui-ci, ouais, c'est il y a Ludovic Diandolfo et le mec du désarroi esthétique, c'est ceux qui me paraissent ouais, ça va quoi, tu vois, c'est pas la mort non plus. Le mec, il a raté un projet de film. Il y a des milliards et des milliards de scénars qui restent à l'état de scénario, qui sont jamais produits, qui meurent dans les tréfonds. Il y a des tonnes et des tonnes, mais des caisses de projets qui sont refusés par le CNC et par quiconque pourrait donner de l'argent. Il y a plein de films qui se font pas en fait, ça arrive tous les jours, c'est le quotidien de tout. J'en ai vu des centaines moi, des projets qui n'aboutissaient pas, donc c'est pas grave en fait. Rater un projet de cinéma, c'est pas grave, c'est aucun problème. Et d'ailleurs les réalisateurs qui arrivent par chance à avoir un projet qui réussit, faut bien considérer qu'ils en ont 15 derrière qui ont échoué et que vous ne verrez jamais, donc c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Rater un projet de film, un film qui n'est pas fait, c'est pas grave, c'est le quotidien même des gens qui font des films. C'est pour ça que la conclusion de ce truc là, c'est le mec qui a pas réussi à produire son film.
On s'en fout, c'est pas grave, il a plein de choses là. Il aurait pu continuer et faire simplement des petits courts-métrages un peu moins ambitieux, il aurait pu essayer de passer par la petite porte un peu, il a décidé de se reconvertir vers de la politique, il avait plein de portes de sortie. Donc c'est pas très important en fait ce qu'il y a dans ce projet-là. Voilà, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Pas vraiment, je peux vous lire un petit peu peut-être pour voir ce que vous en dites. Karim, du coup, pourquoi 600 grammes de hachis? Ça fait référence à une scène qu'on a vue aujourd'hui lors du stream d'aujourd'hui, où en fait il a envie de recruter comme acteur son boucher, qui est le boucher où il allait acheter sa viande quand il était petit, et du coup le boucher a l'air d'en avoir rien à foutre parce que c'est un boucher. Pour lui, on lui parle de tournage qui se passe au Venezuela, ça sert à rien, et juste à la fin du dialogue qu'il a où il essaie de convaincre le boucher de jouer dans son film, en fait le boucher retourne travailler et dit donc à son client qui a dû attendre que la conversation se termine, bah, je vous sers 600 grammes de hachis. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle 600 grammes de hachis, parce que c'est le retour au réel. C'est amusant d'ailleurs que le truc soit construit comme une pause dans le quotidien de ce boucher. Il y a une espèce de pause où un mec vient l'alpaguer, le sort du réel en lui disant moi j'ai des paillettes, moi j'ai génial, moi, ma vie elle va être incroyable et tout, et on va faire un film super ensemble, et ensuite bam, immédiatement après on retourne au réel. Je trouve ça très bien comme petite parenthèse qui fait en termes de structure écho au fait qu'il y a une petite parenthèse Festival de Cannes. Donc c'est en fait cet épisode de Striptease est conçu comme un espèce de grand moment de quotidien entrecoupé d'espèces de pulsions de maniaque de je vais être un génie, je suis un génie, je suis génial. C'est assez intéressant. Et la structure est réfléchie aussi. Il y a une vraie conception du montage. C'est très travaillé, un épisode de Striptease. C'est pas du tout on met des morceaux de vie les uns après les autres et ça fait un film. Ce n'est pas ça. Donc voilà. Apparemment, il a continué dans le film à voir sa page LinkedIn. Oui, je crois qu'il avait fait quand même des courts-métrages, etc. Il a un peu persévéré et tout, mais je crois que ça n'a pas marché non plus. Je sais pas s'il y a d'autres choses à voir de Ludovic Diandolfo, parce que moi, je serais ravi de commenter, par exemple, des images qu'il aurait produites, en fait, qu'il aurait réussi à produire. Il est photographe influenceur. Ok, je sais pas. Après, j'ai pas envie de le stalker, quoi. Si vous voulez, moi, le mec, je sais qu'il vit sa vie en bien. Je sais juste qu'il est pas mort de façon tragique. Enfin, moi, ça me va. Hein. J'ai pas besoin d'aller fouiller dans la vie de ce gars-là. Je lui souhaite juste le meilleur. J'ai pas du tout besoin de ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est évidemment s'il a parlé du projet, ça m'intéresse. Et le storyboard animé aussi m'intéresse parce que là, on est dans l'ordre du cinéma. Après, ce qu'il fait dans sa vie, si vous voulez, vous me dites, il a un Instagram. Non, mais peut-être, mais c'est pas grave. Je m'en fous en fait, à vrai dire. Je suis pas vraiment intéressé par la personne qui est Ludovic Diandolfo, au même titre que je suis pas vraiment intéressé par qui est Scorsese dans son quotidien. Voilà. Donc voilà, bon bah on va se quitter là-dessus. Ça fait presque 4 heures qu'on stream. Attention, il y a un œuf devant ta bouche. Non, mais c'est pas un œuf, c'est un micro. Ah, tu connais rien. Voilà, on regardera le désarroi esthétique. Oh, ça peut être une autre démarche, ça peut être un autre délire qui peut être intéressant. Mais en fait, je vous dis aussi, hein, j'ai montré celui-ci parce que ça parle de cinéma. C'est-à-dire, en vrai, c'est parce que ça reste dans un domaine que je connais. En vrai, le désarroi esthétique, moi, le domaine des riches qui boivent du champagne dans leur piscine, je le connais pas, quoi. Donc, je vais pas m'amuser à commenter. Enfin, je veux dire, je suis pas sociologue. En fait, c'est-à-dire, là, il y a une démarche. Je sais ce que c'est que la fabrication d'un film. Par conséquent, je peux offrir des commentaires là-dessus. Le désarroi esthétique, je vais pas vous offrir une lecture sociologique de la vie des riches dans les années 2000 en France, quoi. C'est pas du tout. Je n'ai pas étudié ça. Il faudrait que les Pinsons Charlot fassent ça, par exemple, ou que Pierre Carl fasse ça pour parler de son propre film. Mais c'est pas du tout mon domaine. Donc, du coup, j'ai beaucoup moins de choses à dire. C'est pareil. Usul a parlé du désarroi esthétique en stream. Oui, je pense que Usul est beaucoup plus compétent que moi pour parler du désarroi esthétique. Allez voir son stream à lui, pas moi. J'ai pas grand chose à dire en fait dessus, à part oh putain, ils ont l'air bizarre. C'est bizarre la vie des riches. Voilà. C'est mon vrai commentaire sur le désarroi esthétique. Donc. Tout ça pour dire que je vous aime très fort, mais qu'on va se quitter. Est-ce que je fais un petit raid sympathique? Je vais faire un petit raid sympathique. Bougez pas. Je vais prendre le temps de raid quelqu'un parce que ça fait toujours plaisir. Hop. Je sais pas qui stream en ce moment. Il n'y a pas grand monde que je connais. Il y a Bagheera qui stream, que je connais pas personnellement, mais j'ai déjà streamé avec elle. Donc je vais vous envoyer chez Bagheera Jones. Ah non, il y a Fibre Tigre aussi. Ah, Fibre Tigre qui m'a raid. Donc je vais raid Fibre Tigre. Alors attendez, comment je fais pour raid Fibre Tigre directement dans le chat? Est-ce que le truc c'est... Alors attendez. Putain, je suis nul, je suis désolé. Je suis absolument désolé, les amis. Je suis nul de ouf. Je prévois rien, il faut que je le suive. Si je suis Fibre Tigre, hop, je peux raid. Voilà, c'est ça qui est cool. Ok, c'est cool, je vais dans mon tableau de bord des créateurs. Raid pas encore, t'as des subs à remercier, mais évidemment que j'ai des subs à remercier, je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Par ailleurs, je vais remercier tous les gens qui ont sub. Donc, le dernier, c'était qui que j'ai remercié? C'était... Oh putain, vous avez été très nombreux en plus. Je suis désolé de ne pas avoir fait ça en temps réel. Mahoméa, je t'ai remercié, tu as offert des subs, je crois. Non, je t'ai remercié pour le sub que tu as pris, pas pour ceux que tu as remerciés peut-être. Donc, merci beaucoup à toi pour les subs que tu as offerts. Lille Lagoon, Lord Davis, Ben Bao, Bimad, Slups, Pile de Plume, Minskel, Zeltarion, Eufou, Descartes-Quin,
Barbulus, Broumiaou, je suis désolé, je dis pas vos messages. Ah, mais tu dis c'est mon anniversaire quand même. Je te cite Broumiaou, c'est ton anniversaire. Merci beaucoup à toi. Ben From Abyss, qui dit bonjour. Sirius Yas, qui me dit le terrible retour à la réalité véritable. Exactement. C'était le concept. Merci à Solnir, merci à Kowayo, merci à Zafil, à Fanch TV, à The Fanfare qui me dit Ponscœur, voilà. Merci à Lutin, c'est cool, donc je reste. Ok, c'est cool. Merci à toi, Hystérie33. Merci à Poupa qui me dit bonjour, introspectez-vous vous-même les gens, oui c'est vrai, c'est ce qu'il disait notre ami Ludovic. Merci à Empereur Pelpel qui me dit bien le bonjour monsieur Debache, toujours un plaisir de vous retrouver sur les internets. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Merci à toi Azalid, merci à Falcat66, merci aux Chroniques de Ricky, merci à Vladeus87, à Double qui me dit je partage l'anniversaire de mon abonnement dans le chat et je dis à Karim que je suis abonné depuis 3 mois. Tu es toujours le bienvenu ici, merci beaucoup à toi. Merci à Octokamish, merci à Salma Ellis, merci à Aaron, merci à Dave, merci à El Rumi pour les subs que tu as offerts, merci à Setsunarip pour le sub également, merci à Projet SR aussi pour les subs que tu viens d'offrir, c'est hyper généreux, hyper sympathique et je t'embrasse très très fort. Jean Végéta, tu me dis quoi? Désolé pour la réaction de tout à l'heure Karim, ce n'était pas pour dénigrer mais je souhaitais exprimer un vif désaccord de manière respectueuse. Bonne journée. Non mais je le prends pas du tout mal Jean Végéta, hein. T'as le droit d'être en désaccord déjà avec moi évidemment, t'as le droit de l'exprimer même de façon un peu, t'étais pas véhément du tout, t'étais pas insultant, y a aucun problème, je t'aime de tout mon cœur et je te fais des gros bisous, y a aucun souci mon gars. Donc gros bisous à tous ces amis, je vais comme je l'ai dit Red, notre ami Fibre Tigre qui est en train de jouer à Slay the Spire. Tac, lancez le raid, vous lui faites des gros bisous de ma part. Je vous embrasse très fort à tous et on se retrouve du coup mardi pour un nouveau stream puisque je stream le mardi et le jeudi et parfois le samedi. Karim est sur Twitch. Allez, ciao, à tout bientôt, bye bye.